Chapitre 1. La fête du jardin. Le soleil de fin d'été baignait le village de Rose Hill, dorant les bords du clocher et réchauffant les douces allées de gravier du jardin du presbytère. C'était la fête annuelle, un moment fort de la saison, et la moitié du comté semblait s'être présentée dans ses plus beaux habits et chapeaux pour acheter de la confiture maison, deviner le poids du gâteau aux fruits, et bavarder aussi librement que les moineaux qui s'élançaient dans les haies. Miss Jane Marple était assise dans un fauteuil en osier près du treillis de rosiers, son sac à tricot posé sur ses genoux. Ses aiguilles cliquetaient doucement tandis qu'elle travaillait à une chaussette grise. Un cadeau pour le cadet de son neveu Raymond, expliquait-elle à qui le demandait. Elle avait choisi sa place avec un soin discret. De là, elle pouvait voir la plupart des stands, les buvettes et la foule joyeuse des villageois. Peu de choses dans la vie plaisaient autant à Miss Marple qu'un rassemblement villageois. Les comportements, les petites tensions, les secrets révélés en un regard fugace. La nature humaine, disait-elle toujours, était sensiblement la même à Rose Hill qu'à Rome. La fête avait attiré non seulement les villageois, mais aussi quelques visiteurs intéressés. Madame Dorothy Fanshawe, veuve d'un colonel respecté, présidait le stand de la tombola avec une autorité certaine. L'épouse du vicaire, Madame Ellison, s'occupait aimablement de l'urne à thé. Et attirant tous les regards, un homme remarquable en costume gris clair déambulait parmi les stands avec une aisance qui semblait légèrement théâtrale. Il s'appelait Monsieur Lucien Gray. Avait-il présenté avec une gracieuse révérence. Rares étaient ceux qui s'accordaient sur ce qu'il faisait, mais tous s'accordaient à dire que son sourire, éclatant, charmant, et pourtant étrangement figé, le rendait inoubliable. « C'est peint », murmura le vieux monsieur Hawthorne, le marguillier, à mademoiselle Marple en passant. « Croyez-moi, il y a quelque chose qui cloche chez ce type. » Miss Marple leva doucement les yeux, ses yeux bleus perçant derrière le bord de dentelle de son chapeau. « Ah !» dit-elle doucement. Un sourire est parfois plus révélateur que le silence. L'après-midi se poursuivit avec des tombolas, des courses pour enfants et beaucoup de gaieté. Puis, juste au moment où la fanfare entamait une marche joyeuse, un vacarme soudain retentit près de la buvette. Madame Ellison poussa un cri perçant. Une foule se rassembla, se pressant avec une curiosité horrifiée. Là, effondrée parmi les tasses de thé et les gâteaux de graines, gisait la silhouette de Monsieur Lucien Gray. Son sourire maquillé était toujours sur ses lèvres, mais ses yeux étaient vitreux et aveugles. La gaieté de la fête se transforma en un murmure d'alarme. Quelqu'un appela le médecin, un autre courut chercher l'agent de police. Un enfant gémit. Madame Fanshawe s'éventa vigoureusement, déclarant que tout cela était trop choquant pour être décrit. Miss Marple ne bougea pas immédiatement. Elle posa discrètement son tricot, l'air indéchiffrable. Puis, se levant avec une certaine dignité fragile, elle se dirigea vers la lisière de la foule. Elle ne se pressa pas. Elle se tint là où elle pouvait voir les visages autour d'elle, la surprise, l'horreur, les regards furtifs échangés. « Oui, » murmura-t-elle presque pour elle-même, « la nature humaine est très semblable, que ce soit dans un petit village, à une fête ou au cœur d'une épreuve épouvantable. » Chapitre 2. Chuchotement après le thé. La pelouse du presbytère, qui, une heure auparavant, résonnait de rires et de cris d'enfants courant en sac, était tombée dans un silence seulement interrompu par des voix basses et le léger tintement de la porcelaine assemblée, plutôt inutilement, en piles bien nettes. La théière sifflait avec une autorité diminuée. Un pan de guirlande s'était détaché et flottait contre la haie d'aubépines, comme pour un signal de retraite vain. Le docteur Barker, un homme aux épaules carrées, à la moustache raide et au tempérament pragmatique, avait examiné M. Lucien Gray avec diligence. Il se redressa, s'essuya les mains un peu plus longtemps que nécessaire sur un grand mouchoir plutôt laid, et fit son discours à Madame Ellison et au groupe de femmes du comité dont les visages se levèrent vers lui comme des fleurs anxieuses cherchant le soleil. « Très soudain, dit-il.
Au cœur peut-être, ou une crise. Il faudra attendre l'intervention des autorités compétentes, bien sûr. Un seul mot dans cette phrase, peut-être, planait comme une toile d'araignée sur l'assistance choquée. Madame Ellison, qui, dans le meilleur des cas, semblait prête à être emportée par le vent, s'appuya au bord de la table des rafraîchissements et cligna rapidement des yeux. « Mon Dieu !» dit-elle faiblement. « Mon Dieu !» C'est à ce moment que l'agent Briggs apparut d'un pas respectable. C'était un jeune homme consciencieux dont l'uniforme semblait toujours trop grand et dont l'approche de ses fonctions était un mélange troublant de zèle et de terreur. Il entreprit de nettoyer la zone avec toute la solennité d'un couronnement, tirant une corde entre deux pieux restants de la course de l'œuf et de la cuillère, et ordonnant aux gens, poliment mais fermement, de se tenir à distance. Miss Marple, qui n'avait aucune intention d'entraver la procédure policière, recula de 2 pas, ce qui la laissa précisément à un endroit d'où elle pouvait voir à la fois la table à thé et les visages de ceux qui la servaient. Son tricot, depuis le moment fatal, était plié dans son sac. Ses mains étaient immobiles et légères sur la poignée. Elle observa Madame Dorothy Fanshawe, la veuve du colonel, serrant son sac à main comme s'il contenait l'argenterie familiale. Elle remarqua Lily Pierce, l'institutrice du village, qui avait inscrit les numéros à la tombola et servi le thé avec une compétence vive, maintenant raide, les lèvres pincées. Monsieur Hawthorne, le marguillier, se signa précipitamment puis regarda autour de lui pour voir si quelqu'un l'avait vu faire. À l'ombre du treillis, un jeune homme vêtu d'un blazer mal ajusté, Colin Rattery, le nouvel agent de Meacham & Sons, se mordillait le pouce et faisait mine de ne rien faire. Sur la table elle-même, on pouvait lire des signes de hâte et de confusion. Une tasse était couchée, et un anneau brun sur la nappe blanche marquait son emplacement précédent. Une assiette de gâteau aux graines, la fierté de Madame Ellison, composée d'une extravagance de carvi qui ne fit pas l'unanimité, avait été poussée de côté comme par une main impatiente. Les pétales d'un bouquet de digitales et d'alchémilles, disposés dans un pot de confiture, étaient abîmés là où quelqu'un avait tiré le pot. Le bouquet n'était pas là en début d'après-midi. Miss Marple l'avait vu arriver entre les petits pains et la première tombola, apportée par Lily Pierce, qui l'avait déposée au bord de la table avec un sourire timide, comme pour ajouter une touche d'élégance à une vieille chanson. Il était curieux, pensa Miss Marple, de voir comment les fleurs, et particulièrement la digitale, semblaient s'inviter sur les tables comme pour décorer, alors qu'en réalité, elles étaient mieux adaptées aux parties les plus sauvages des jardins. La digitale était une belle plante, mais il ne fallait pas la prendre à la légère. L'agent Briggs toussa et porta les mains à ses hanches, comme si cela pouvait transmettre une autorité de son pantalon à ses bottes. « Mesdames, messieurs, veuillez vous disperser. Le docteur dit que nous aurons besoin de déclarations, et l'inspecteur arrivera de Marleycombe. Il vaut mieux que chacun rentre chez soi maintenant. » Cette admirable suggestion resta bien sûr sans effet. Les organisateurs de la fête ne pouvaient en toute conscience partir avant que la femme du vicaire ne le fasse, et la femme du vicaire ne pouvait partir avant que le constable ne l'y autorise, et le constable hésitait à laisser faire qui que ce soit avant l'arrivée de l'inspecteur. Il en résulta un rassemblement de personnes respectables sous le hêtre pourpre qui marmonnaient entre elles sur un ton à la fois scandalisé et charitable. Miss Marple ne se joignit pas au groupe. Elle marcha d'un pas calme jusqu'au bord de la pelouse où commençait l'allée de gravier. Là, elle s'arrêta, se pencha et entendit ses propres os protester avec le léger craquement qui accompagne tout travail honnête au-delà d'un certain âge. Elle ramassa un petit objet dans le gravier, la moitié déchirée d'un billet de tombola, bleu pâle, les chiffres 713 encore lisibles. L'autre moitié gisait à 60 centimètres de là, dans l'herbe, accrochée au bord d'un mouchoir blanc. Elle ne le chercha pas. Elle nota seulement où il se trouvait. Elle était toujours debout, sans rien regarder en particulier, lorsque Madame Fanshawe apparut à côté d'elle, comme le font certaines femmes, avec l'urgence suggestive d'une lettre pressée dans la main.
« Ma chère Miss Marple, » dit Madame Fanshawe, en baissant la voix comme si les buissons étaient sous tension. « Ces hommes modernes, trop rapides, trop polis, il faut toujours se méfier d'un beau sourire. » Miss Marple acquiesça doucement. « Il y a sourire et sourire, » dit-elle doucement. « Certains en disent plus qu'ils ne le pensent. »« Exactement, » s'écria Madame Fanshawe, ravie d'avoir obtenu son accord. « J'ai dit à mon défunt mari, le colonel Fanshawe, vous savez. Alfred, quand un homme a l'air de ne pas vouloir fondre, on peut être sûr qu'il a de la graisse sur les doigts. Non pas que M. Gray ait eu quoi que ce soit à voir avec le beurre. Est-il vrai qu'il avait des liens avec le théâtre? Lily Pierce m'a dit l'avoir vu sur les planches londoniennes, et que nous savons ce qu'est la scène. » Miss Marple réfléchit à la question de la scène, qui est peut-être moins un lieu unique qu'une variété de situations humaines se déroulant sous des lumières vives. « J'avais pensé que les manières de M. Gray, dit-elle pensivement, évoquaient davantage les salons d'hôtel. » Madame Fanshawe laissa échapper un petit « qui exprimait à la fois triomphe et désapprobation. « Publicité alors, ou pire, imaginez, mourir à la buvette. On frissonne. Les gens, observa Miss Marple, ont tendance à mourir là où cela leur convient le moins. » Madame Fanshawe cligna des yeux, se demandant si c'était un reproche à sa sensibilité, décida que non, et se lança dans un nouveau flot de conjectures. Mademoiselle Marple laissa filer le flot. Son attention s'était reportée sur la table des rafraîchissements, où Lily Pierce était maintenant interrogée avec une politesse inquiète par l'agent Briggs. Les cheveux bruns de Lily avaient défrisé sous la chaleur de l'urne. Sa bourse était ouverte à sa taille, révélant une collection de 6 pounds et une liste pliée des membres du comité. Elle parlait par petites touches, les mains remuant. Du thé. Et il a dit qu'il préférait du thé léger. Alors j'ai versé du pichet à côté. Et il a pris 2 sucres. Oh oui, j'en suis sûr. Je me souviens avoir vu les pinces tomber. J'étais gêné. Non, je les ai ramassées et essuyées. Monsieur Gray a parlé du soleil et de l'atmosphère théâtrale du village. Non, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire. Puis il est devenu tout pâle et s'est assis brusquement. Et Madame Ellison a crié. Et « Merci, mademoiselle », dit l'agent Briggs, écrivant avec une minutie excessive, comme si les mots pouvaient sauter de la page s'ils n'étaient pas solidement fixés. « Et le sucre, où est-il conservé ?»« Dans le saladier, » dit Lily en pointant du doigt. « Au début, on n'avait que du sucre à pain ordinaire. Puis Madame Ellison a sorti les morceaux parce que c'est plus joli, même si c'est du gaspillage, vraiment. Il venait tout juste de l'épicerie. »« Fraîchement sorti de l'épicier », répéta l'agent Briggs, comme si la fraîcheur de l'épicier était un concept dont il fallait se méfier. Le docteur Barker s'éclaircit la gorge avec ce qui, chez certains hommes, aurait été une menace. « Briggs, dit-il, il vaut mieux couvrir l'urne et les coupes. Je ne veux pas être mélodramatique, mais je ne suis pas tranquille. » Il jeta un coup d'œil à cet instant à Miss Marple, puis détourna le regard. Un petit hommage rendu, peut-être inconsciemment, à quelqu'un dont l'instinct ne l'avait pas trahi par le passé. Madame Ellison s'était avancée de nouveau, avait trouvé un peu de calme dans sa propre cuisine grâce à un verre d'eau, et s'était maintenant exprimée avec une autorité douce. « Le visage de M. Gray, » dit-elle timidement, paraissait, oh, je n'arrive pas à le dire, étrange, comme s'il avait affiché un sourire qu'il ne pouvait plus quitter. « Des gens de scène, » murmura Madame Fanshawe à voix basse, « des fards à graisse. » Miss Marple, qui avait remarqué la légère trace de graisse sur la lèvre supérieure de M. Gray plus tôt dans l'après-midi, trouvait cela peu probable. Pourtant, le fard à joues ne faisait pas tomber un homme dans l'herbe. Le maquillage n'expliquait pas non plus le léger tremblement qui avait traversé sa main droite en attrapant le 2e sucre, ni la façon dont il avait examiné, un bref instant, le bord de la tasse avant de boire. Ce dernier détail avait été étrange. Les hommes exigeants évitent la porcelaine ébréchée, mais la porcelaine du presbytère était intacte. Elle présentait cependant une trace, rien de plus que l'ombre d'une empreinte digitale, à l'intérieur de l'anse, visible seulement de côté. Miss Marple doutait que M. Gray ait regardé de côté. Il avait regardé droit devant lui et bu. L'inspecteur Kendall arriva de Marleycombe dans une automobile annoncée bien avant lui.
C'était un homme compact et vif, aux cheveux grisonnants, aux manières d'un instituteur dont les élèves sont souvent plus intelligents que lui, mais qui entend néanmoins avoir le dernier mot. Il observa la scène, fit un signe de tête au docteur Barker et jeta un regard scrutateur sur mademoiselle Marple, qu'il connaissait de réputation et par cet instinct professionnel qui nous pousse à ne pas négliger, au premier regard, la petite femme âgée qui reste assise en silence et voit tout. « Bien, » dit l'inspecteur Kendall. « Notre gentleman Gray est décédé. Nous ferons les choses correctement. Personne ne doit partir sans faire de déclaration. » Briggs mettait un cordon autour de la table et de l'urne. « Madame Ellison, je suis désolé pour le dérangement, mais nous aurons besoin de votre aide pour nous rappeler qui a versé quoi et quand. »« Mademoiselle. » Il jeta un coup d'œil à Lily. « Pierce, » répondit-elle en rougissant. « Mademoiselle Pierce, merci. Vos observations seront précieuses. Et monsieur ?»« Hawthorne, » dit le marguillier en s'avançant avec un air d'honnêteté un peu trop catégorique. « J'étais près du stand de confiture quand c'est arrivé. Je n'ai rien vu. Absolument rien. » Il semblait excessivement fier de cela. « Excellent, » dit Kendall, peu impressionné. « Nous allons bientôt répertorier tous ceux qui n'ont rien vu. » Il se mit au travail avec l'efficacité sereine d'un homme qui remet de l'ordre dans les erreurs des autres. Il envoya Briggs à la poste pour téléphoner au coroner. Il demanda au docteur Barker, à voix basse, s'il y avait une cause immédiate justifiant une mort naturelle ou autre. Il s'agenouilla lui-même pour examiner les accessoires à thé. « Une odeur étrange, » dit-il après un moment. Le docteur Barker hésita. « Des amandes ?» suggéra-t-il d'un air dubitatif. « Ou peut-être que le tourteau de graines joue des tours. Un gâteau aux graines ne fera pas frémir les mains d'un gentleman, » dit Kendall. « Pardonnez-moi, Madame Ellison. »« Oh, inspecteur, » dit Madame Ellison de manière à lui pardonner tout. Miss Marple ne s'immisça pas. Elle avait un profond respect pour les voies naturelles. Pourtant, les voies naturelles, aussi naturelles soient-elles, traversent souvent un paysage habité par les humains. Et c'est le paysage qu'elle comprenait. Elle recula à l'ombre du hêtre pourpre et observa les petits courants qui coulaient sous les regards officiels. Colin Rattery, le nouvel agent, portait des chaussures très propres, mais sur la semelle gauche se trouvait un morceau d'argile séchée, de cette couleur rougeâtre que l'on trouve parfois sur le sentier en contrebas, près du ruisseau de Willowbrook. Le gravier de Rose Hill était pâle, celui de Marleycombe était sombre, celui de Willowbrook était nettement rouge. De plus, la main de M. Rattery porta 2 fois sa main à sa poche de poitrine, comme pour s'assurer de la sécurité de quelque chose qui n'y était pas. À chaque fois, ses doigts rencontrèrent du tissu et s'envolèrent, insatisfaits. Lily Pierce jetait sans cesse des regards vers le pot de confiture contenant les digitales. Pas vraiment des regards coupables, mais anxieux. Elle avait l'air d'une fille qui a fait une petite chose et qui craint qu'on la prenne pour une grande. Le sac à main de Madame Fanshawe, si serré quelques minutes auparavant, avait adouci sa silhouette. Entre-temps, elle avait sorti quelque chose et l'avait remis. N'importe quelle villageoise peut faire cela une vingtaine de fois, en un après-midi. Poudre, crayon, mouchoir. Et pourtant, il y avait dans ce geste une furtivité indigne, qui ne convenait pas à sa grandeur habituelle. Et Madame Ellison, ma chère dame, avait discrètement retiré une petite bouteille en verre de la théière et l'avait placée sous la nappe. Elle l'avait fait avec douceur, comme on nettoie une chose embarrassante. Miss Marple connaissait cette bouteille. Elle se trouvait habituellement sur une étagère dans la cuisine du presbytère et contenait, la dernière fois qu'elle l'avait vue, une teinture utilisée pour arroser les géraniums malades. Un mélange recommandé par une chronique horticole et composé, si Miss Marple s'en souvenait, d'ammoniac et d'autres choses. On ne la buvait pas. On ne la versait pas dans le thé. Pourtant, elle trônait au fait parmi les théières et les tasses, car Madame Ellison, qui préparait tout, l'avait sortie le matin pour éviter que des guêpes ne s'approchent de la confiture, puis, se reprochant d'être prête à faire la guerre aux créatures de Dieu, l'avait laissée là, espérant que personne ne la remarquerait.
Miss Marple gardait ces petits faits à l'esprit comme un moineau garde des miettes de pain sous une haie, prête à être récupérée ou jetée selon les besoins. « Mademoiselle Marple ?» dit l'inspecteur Kendall, revenant vers elle après un moment où il avait disposé ses déclarations comme des paquets dans la vitrine d'un épicier. « Vous étiez présente. Avez-vous vu la victime avant... l'incident ?»« Oh oui, » dit Miss Marple. « Il avait un très beau costume. Les poignets étaient effilochés. »« Effilochés, hein ?» Kendall sourit. Il n'était pas homme à mépriser cet indice banal. « Autre chose ? Quelqu'un qui a agi de façon inhabituelle ? » « Je ne voudrais pas, » dit Miss Marple, « dénigrer les plats ordinaires. Ils sont tellement variés. On pourrait seulement dire que certaines personnes étaient plus elles-mêmes que d'habitude. » Elle marqua une pause, réfléchissant. Monsieur Gray a pris 2 sucres. Miss Pierce a dit qu'il préférait le thé léger. C'est intéressant. De quelle manière ? Les hommes qui préfèrent le thé léger ont souvent des opinions tranchées, notamment sur la force. C'est une façon de concilier les deux, refuser ce qui est généralement demandé tout en exigeant un excès différent. L'inspecteur Kendall ricana. « Je vais noter ça comme étant psychologique, Miss Marple. Quant au sucre, nous les ferons analyser, avec la tasse et le reste. Le docteur Barker soupçonne quelque chose de pas tout à fait naturel. Entre l'urne, le bol et les cuillères, nous pourrions trouver notre petite malice, si malice il y a. Et s'il y a des bêtises, dit Miss Marple, elles seront humaines. Les bêtises sont presque toujours humaines. » Le regard de l'inspecteur se posa sur les digitales. « Des choses horribles, dit-il. Jolies comme un tableau. J'ai eu une affaire, peu importe. » Il s'interrompit avec une netteté professionnelle qui suggérait que la mort de M. Gray, qu'elle soit, n'avait pas besoin d'anecdotes pour la raccompagner. On ferme pour l'instant. Briggs prendra les noms et adresses. Je ne demanderai à personne d'aller bien loin. Le vicaire et sa femme veillèrent à la dispersion avec une douceur qui fit rougir les gens de s'attarder. La fête était terminée. On attirait les enfants à l'aide de promesses de bateaux en papier sur le ruisseau le lendemain. La fanfare, après une pause gênée, mit ses instruments en boîte en silence. Des nuages étaient apparus, un mince écheveau, et le soleil était voilé, comme si l'après-midi avait revêtu un châle. Miss Marple rentra chez elle par son chemin favori, passant devant le bureau de poste où Miss Hart, qui connaissait l'heure de chaque train sans avoir besoin d'un horaire, se tenait sur le seuil, fière de constater que les événements avaient justifié sa politique de ne jamais faire confiance à ceux qui portaient des boutons de manchette. Miss Marple acquiesça, et Miss Hart lui rendit son hochement de tête, accordant une once de respect à une autorité rivale. Dans le salon de son cottage, la fenêtre ouverte sur le doux parfum des roses tardives, Miss Marple se prépara une toute petite théière, dosée avec soin. Elle ne prit pas de sucre. Elle n'en avait jamais pris depuis un été de jeunesse dans une pension de famille en bord de mer, où 3 dames s'étaient disputées le sucrier, et la plus discrète d'entre elles s'était révélée tout simplement épouvantable. Les gens se révélaient par les plus petites choses, et le sucre, blanc, domestique et apparemment innocent, cachait souvent des dessins tout à fait extraordinaires. Elle s'assit, reprit son tricot, et laissa l'après-midi se dérouler dans ses souvenirs. Il y avait le sourire de M. Gray, ainsi nommé par M. Hawthorne, peint, et peut-être à plus d'un titre l'avait-il été. Elle avait remarqué, lorsqu'il s'était approché du stand de la tombola, une faible lueur poudreuse le long de sa mâchoire, et sur sa tempe, juste sous les cheveux, une trace comme si un doigt avait effleuré quelque chose qui ne voulait pas disparaître complètement. Les hommes utilisaient de parfois ce genre de procédé, une touche de poudre pour atténuer la brillance estivale, un léger assombrissement des cheveux. Les acteurs, bien sûr. Mais M. Gray n'avait rien du texte répété. Il avait l'assurance naturelle d'un homme qui avait exercé son charme jusqu'à ce qu'il ne lui demande plus aucun effort. Et pourtant, il avait regardé à 2 reprises Colin Rattray, le nouvel agent, comme s'il cherchait confirmation. Rattray avait évité son regard, non pas qu'il fût coupable de quoi que ce soit en particulier, mais parce qu'il était le genre de jeune homme à vouloir éviter tout ce qui pourrait s'avérer gênant.
Les agents du genre de Gideon dans les villages de campagne étaient, d'après l'expérience de Miss Marple, remarquablement semblables aux curés, tout nerveux jusqu'à ce que quelque chose les pousse à la folie. Puis, eh bien, alors on en subissait les conséquences. Il y avait aussi Lily Pierce, qu'on avait remarqué, car les yeux de Miss Marple observaient comme des fleurs respirées, ranger précipitamment sa liste à l'approche de M. Gray. Elle avait été flattée par lui plus tôt dans la journée, c'était évident, et en retour, elle s'était montrée un peu acerbe envers Colin Rattray, lorsque celui-ci l'avait taquinée à ce sujet par le timide de la noix de coco. Ce n'était pas un triangle amoureux, c'était plutôt l'ébauche d'un de ces schémas campagnards où les bonnes personnes butent sur leurs propres espoirs. Miss Marple termina le talon de la chaussette et compta, avec de petits clics de satisfaction, jusqu'à l'endroit où le gousset commencerait. Puis elle se leva, remit la théière sur le plateau et se dirigea vers le petit hall, où son téléphone était rangé sous un apron de dentelle. Après une brève lutte avec le cadran, les téléphones, comme les hommes, exigent de la patience, elle appela le presbytère et demanda des nouvelles de Madame Ellison. « Ma chère, je vais très bien, » dit Madame Ellison, qui semblait ne pas l'être. « L'inspecteur Kendall est toujours là, un homme si gentil. Il m'a interrogé sur les sucres. Je lui ai dit que nous les avions reçus de M. Pettigrew. Il envoie quelqu'un chercher la boîte. »« La boîte ?» demanda doucement Miss Marple. « Oui, l'épicier les a envoyés dans une boîte, tu sais, et je les ai vidés dans le bol en verre. Mais la boîte est toujours dans le garde-manger parce que j'ai pensé qu'elle pourrait être utile pour les boutons. On a toujours besoin d'une boîte pour les boutons. Quelle idée idiote, à un moment pareil. »« Ce n'est pas bête du tout, » dit Miss Marple. « Gardez-le précieusement pour l'inspecteur. »« Je le ferai, mademoiselle Marple. » Madame Ellison hésita. Lily est terriblement bouleversée. Je n'aime pas poser la question, mais si vous aviez un moment. Je passerai, dit Miss Marple. Demain matin, ça ira, n'est-ce pas? Une nuit de sommeil remet les choses en ordre. Lorsqu'elle raccrocha le combiné, Miss Marple resta immobile, songeuse. Puis elle se dirigea vers le petit nombre de livres sur l'étagère de son salon consacré au jardin. Pas les jolis, mais les volumes censés, aux noms latins et aux avertissements. Elle en ouvrit un à Digitalis Purpurea et lut un paragraphe, les lèvres légèrement remuées, comme si elle goûtait les mots. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle ne sourit pas. Elle referma le livre, le remit sur l'étagère et alla tirer ses rideaux pour se protéger du crépuscule. Dehors, le village s'apaisa avec son économie sonore habituelle. Une charrette sur le chemin, l'aboiement lointain d'un chien, une horloge sonnant l'heure avec la calme insistance d'une vérité qui n'exigeait aucune croyance. Dans une chaumière, une radio murmurait un orchestre. Dans une autre, une bouilloire chantait. La vie continuait, comme toujours. Mais là où la vie continue, les murmures s'accumulent. Au Blue Hart, Madame Price-White informa le propriétaire que M. Gray avait tenté de lui vendre un abonnement à un club londonien, si l'on peut imaginer une telle chose, et qu'elle lui avait fermement affirmé ne pas aimer les clubs. M. Hawthorne, sirotant sa bière, assura à qui voulait l'entendre que M. Gray avait été l'un de ceux-là, et que le Tout-Puissant avait des moyens de les gérer. Le cornettiste de l'orchestre raconta avoir vu un homme prendre cette couleur lors d'un match de boxe et qu'il y avait eu du poison dans ce cas, si on le lui demandait. Personne ne l'avait fait, tandis que Madame Pettigrew, de l'épicier, affirma n'avoir jamais vu un tel scandale pour un simple malaise, et que l'homme se lèverait probablement, s'en irait, et leur montrerait à tous leurs bêtises. Il ne se leva pas. Il ne pouvait plus marcher. À minuit, la nouvelle officielle était tombée. Monsieur Lucien Gray était décédé, et certains objets de la fête, l'urne, la coupe, le sucrier, avaient été récupérés pour examen. Le presbytère, rangé avec une précision douloureuse, dormait. Miss Marple resta sans sommeil pendant un certain temps. Assise dans son fauteuil, les pieds sur le pare-choc moelleux, elle observait la lente rougeur des braises. Elle pensait aux hommes qui entraient dans les villages et les charmaient.
et aux femmes qui se croyaient insensibles au charme et qui ne l'étaient pas. Elle pensait au digital dans les pots de confiture et aux billets de tombola dans le gravier. Elle se souvenait d'un chimiste de St. Mary Mead, il y a longtemps, et d'une série de pastilles contre la toux qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Elle se souvenait aussi de Raymond, enfant, trichant au jeu de table la conscience tranquille et expliquant, lorsqu'il était pris, que cela faisait simplement partie du jeu. La malice, pensait-elle, était toujours humaine. Lorsqu'elle se leva enfin pour se coucher, elle s'arrêta devant le miroir et contempla son visage aux traits doux et insignifiants. Il n'y avait là aucun sourire maquillé, seulement l'amusement sincère d'une femme qui a vu assez de folie pour n'en être ni dédaigneuse ni surprise. « Voilà, Jane, » se dit-elle très doucement, « on verra bien. » Et si l'on avait écouté très attentivement à l'extérieur du chalet cette nuit-là, on aurait pu entendre le murmure de ses rideaux, le clic du loquet, puis le long silence pensif d'un esprit posant ses petits pièges, non pas pour les souris, ni pour la méchanceté dans l'abstrait, mais pour les petits actes stupides et ordinaires, à partir desquels la méchanceté est tissée. Chapitre 3. Spéculation villageoise. Le matin arriva à Rose Hill avec une fraîcheur humide, de celles qui donnent au jardin un aspect fraîchement repeint et font siffler le laitier pour sa tournée. Pourtant, derrière les rideaux de dentelle des fenêtres du salon, on ne pensait ni au jardin ni au lait. On pensait à M. Lucien Gray et à la question de savoir si sa mort subite lors de la fête avait été naturelle ou non. À 8h30, les rumeurs allaient du bon train. Madame Price White, qui se targuait d'être la première au courant de tout événement, raconta à sa femme de chambre avec une grande solennité que le monsieur avait l'air étranger, et les choses étrangères comportent toujours un brin de danger. La femme de chambre répéta cela chez le boulanger, où, au fil du récit, cela devint une histoire de poudre mystérieuse contenue dans des étuis à cigarettes. Lorsque la nouvelle parvint au marché de Marleycombe, M. Gray était déjà un espion, un escroc aux cartes et un aristocrate ruiné, selon l'étalage qu'on lui interrogeait. Miss Marple, se promenant matinalement devant le cimetière, ne prit la peine de corriger personne. Elle salua Miss Hart à la poste avec sa courtoisie habituelle et acheta des timbres à 2 pennies. Miss Hart se pencha par-dessus le comptoir et murmura « Croyez-moi, Miss Marple, il s'avérera qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Les Londoniens ne le sont jamais. Je ne serais pas étonné qu'il ait déjà été marié. La bigamie, voilà ce que ça évoque pour moi. » « La bigamie » dit doucement Miss Marple en glissant les timbres dans son sac à main, a tendance à laisser une odeur désagréable. À la même heure, l'inspecteur Kendall avait installé son quartier général provisoire dans la petite pièce du presbytère, habituellement utilisée pour les répétitions de la chorale. Une table à tréteaux contenait les accessoires de thé incriminés, désormais soigneusement couverts et étiquetés. L'agent Briggs, les oreilles rouges d'importance, se promenait avec son carnet. L'inspecteur avait déjà expédié le sucrier, la tasse à thé et l'urne à Marleycombe pour analyse. Le docteur Barker, convoqué à nouveau ce matin-là, avait exprimé son opinion avec plus de fermeté que la veille. « Ce n'était pas son cœur, dit-il, à moins que les cœurs ne se soient soudain mis à sentir légèrement l'amande amère. Je suis prêt à parier que c'était du poison. De la digitale peut-être. Nous le saurons bien assez tôt. » Le mot poison, le vent volait autour du village comme porté par des moineaux. Il y avait la fraîcheur palpitante d'un roman lu à voix haute par une nuit d'hiver. Que M. Gray ait été empoisonné à la fête du presbytère, rien de moins, conférait à l'affaire une sorte de charme sombre. Mais la suspicion était une chose inconfortable, et les villageois, bien que fascinés, ont commencé à faire soigneusement la distinction entre ceux qui auraient pu avoir cette chance et ceux qui n'en avaient certainement pas eu. Madame Fanshawe, par exemple, déclarait à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait pas approché l'urne à thé de tout l'après-midi. « J'étais occupée à la tombola, » insistait-elle, « à récolter une somme considérable pour le toit de l'église. Demandez à qui veut bien le demander.
Elle le répétait si souvent qu'en milieu de matinée, plusieurs personnes se demandaient pourquoi elle le jugeait nécessaire. Lily Pierce, la pauvre fille, fut accueillie par de nombreux murmures. Elle avait versé la tasse, après tout, et ses rougeurs, habituellement perçues comme un signe de bonne santé, étaient désormais interprétées comme de la culpabilité. Madame Price-White confia à son partenaire de bridge que Lily lui avait toujours semblé être du genre nerveux. Les personnes nerveuses, ajouta-t-elle d'un ton sombre, étaient sujettes à des actes soudains. Colin Rattray, l'agent immobilier, se tenait à l'écart des conversations publiques, mais son absence fut remarquée. Il s'est éclipsé à Marleycombe, remarqua M. Hawthorne d'un air entendu. Quand un homme s'éclipse, c'est généralement parce qu'il a quelque chose à cacher. Pendant ce temps, Miss Marple avait été invitée à prendre le thé par Madame Ellison, avide de réconfort et de réconfort. Elle arriva au presbytère juste à 11 heures, portant un petit bouquet de roses tardives. Madame Ellison, pâle mais d'une hospitalité palpitante, versa le thé de ses mains qui tremblaient à peine. « C'est épouvantable, Miss Marple, tout simplement épouvantable. Dire « un homme assis là un instant et parti l'instant d'après. Et mon jardin ?» Les tragédies, dit doucement Miss Marple, choisissent rarement leur décor avec convenance. Madame Ellison soupira. L'inspecteur a été très gentil, même si bien sûr c'est assez perturbant d'avoir des policiers partout. Ils ont même fouillé le garde-manger ce matin. Elle hésita. Ils ont aussi emporté le pot de sucre. C'était sage, dit Miss Marple. Le sucre est une chose si innocente, si universellement reconnue, ce qui le rend, naturellement, très propice aux bêtises. Madame Ellison frissonna. Pensez-vous vraiment que c'était poison, Mademoiselle Marple? Miss Marple regarda sa tasse un instant, puis leva ses yeux doux. Il vaut toujours mieux attendre des preuves, ma chère, mais je pense qu'il serait imprudent d'écarter cette possibilité. À ce moment-là, Lily Pierce entra, portant un panier de recueils de cantiques qu'elle avait rangé après la fête. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Elle salua poliment Miss Marple, mais sa voix tremblait. « Je n'ai rien fait de mal !» s'exclama-t-elle soudain en posant le panier avec un bruit sourd. « J'ai juste versé le thé. Je vous le jure, Madame Ellison. »« Ma chère, » dit Madame Ellison, surprise, « personne ne vous accuse. »« Mais il le pense, » dit Lily d'un ton féroce. « Tout le monde au village le pense. Je le sens à leur regard. » Elle se tourna vers Miss Marple, presque suppliante. « Vous me croyez, n'est-ce pas ?» Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Croire est un mot bien fort, ma chère. Mais je ne pense pas que vous soyez le genre de fille à verser du poison dans la coupe d'un homme. La vraie question est, y avait-il du poison? Avant-tu à verser le thé ou après ?» Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Je ne sais pas. Je ne sais rien. » Miss Marple tendit la main et la tapota avec la douceur d'une grand-mère. « Ne vous inquiétez pas. Rares sont ceux qui connaissent l'intégralité d'une chose. Ce sont les petits fragments que chacun remarque qui, une fois assemblés, forment une image. » Dehors, l'horloge de l'église sonnait le quart d'heure. La vie à Rose Hill continuait. Les poules gloussaient dans les jardins, les charrettes roulaient dans la rue principale et les enfants couraient en riant dans la verdure. Pourtant, sous tout cela, un malaise régnait. Quelqu'un au village, un Rose Hill respectable et ordinaire, avait glissé du poison dans une tasse de thé. Et Miss Marple, bien que silencieuse et modeste comme toujours, avait déjà commencé à en ramasser les fragments. Chapitre 4. L'inspecteur Kendall prend les choses en main. L'inspecteur Kendall était convaincu qu'il fallait commencer fermement. Un village, il le savait, pouvait fourmiller de rumeurs comme des abeilles dérangées dans leurs ruches. Le seul moyen d'apaiser ce bourdonnement était d'imposer une procédure ordonnée. Ainsi, le lendemain matin de la fête, il s'installa au salon du presbytère, une petite pièce tapissée de livres, où flottait une légère odeur de cirage et de livres de cantiques, et commença à recueillir les dépositions. Miss Marple avait été invitée à servir le thé à l'inspecteur et à la femme du vicaire pendant qu'ils travaillaient, une tâche qu'elle accomplit avec sa grâce habituelle. Assise près de la cheminée,
Son tricotant, son regard doux et attentif, elle ne s'immisçait jamais, ne s'immisçait jamais. Pourtant, Kendall, qui avait déjà eu affaire à elle, savait pertinemment que son silence garantissait que rien ne manquait. Madame Dorothy Fanshawe. La première à être interrogée fut Madame Fanshawe. Elle entra avec une dignité outragée, son sac à main serré contre elle. « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, inspecteur, » déclara-t-elle aussitôt. « J'ai passé tout l'après-midi à la tombola, pour récolter des fonds pour le toit de l'église, comme chacun sait. Une somme considérable d'ailleurs. Si vous voulez les chiffres, je les ai ici. » Elle commença à fouiller dans le sac à main d'un geste professionnel. « Merci, madame, » dit Kendall d'un ton neutre. « Mais ce que vous avez observé chez M. Gray m'intéresse. » Madame Fanshawe pinça les lèvres. « Observé ? Seulement qu'il avait des manières ostentatoires. Trop guindées à mon avis. Je me suis toujours méfié du charme. C'est le refuge des hommes qui n'ont rien de mieux à offrir. Et au moment de son effondrement, j'étais encore à la tombola, répondit-elle vivement. J'ai entendu Madame Ellison crier. Je me suis précipité, bien sûr, mais à ce moment-là, c'était la confusion. Je ne me suis pas approché de la table à thé. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Elle ne leva pas les yeux, mais se souvenait très bien que Madame Fanshawe se tenait non loin des rafraîchissements lorsque la fanfare entama sa marche. La mémoire de cette dame, semblait-il, était aussi sélective que son sac à main. Lily Pierce. Puis vint Lily Pierce. La pauvre fille était pâle, les mains crispées nerveusement. Elle répondit aux questions de l'inspecteur avec l'empressement sincère de quelqu'un qui aspire à être cru. « Oui, j'ai servi le thé. » Léger comme il l'avait demandé. 2 morceaux de sucre. Il m'a remercié très poliment. Je n'ai rien remarqué d'anormal, sauf... Elle hésita, jetant un coup d'œil à Miss Marple. « Sauf quoi ?» insista Kendall. Les joues de Lily se colorèrent. Seulement, il regarda la tasse d'un air étrange avant de boire, comme s'il avait presque eu l'intention de ne pas le faire. Kendall griffonna dans son carnet. « Et tu n'as rien vu d'inhabituel ?»« Non, inspecteur, vraiment. »« Très bien. Vous pouvez y aller, mais restez disponible. » Une fois parti, Kendall grogna. Les jeunes femmes sont souvent perturbées. La moitié du temps, elles inventent des détails qu'elles imaginent après coup. Miss Marple toussa doucement. Ou parfois, inspecteur, ils se souviennent précisément de ce que les autres oublient. Kendall lui lança un regard en coin. Il savait qu'il valait mieux ne pas la laisser partir. Colin Rathery. Le témoin suivant était Colin Rathery, le jeune agent immobilier. Il entra d'un pas assuré, même si son regard se porta une fois sur les couverts à thé. « Je connaissais à peine ce type, » dit-il en haussant les épaules. « Je l'ai vu discuter avec plusieurs personnes, dont Madame Fanshawe. Je n'ai pas beaucoup apprécié ses manières. Trop curieux, vraiment. Il m'a posé beaucoup de questions sur qui possédait quoi dans le coin. Il m'a dit qu'il envisageait d'investir. »« Tu lui as servi du thé ?» demanda Kendall. « Non, je ne me suis pas approché de la table. J'étais presque toujours à la table de la noix de coco. »« Seul ? Eh bien non. J'étais avec certains d'entre eux de temps en temps. Tu peux leur demander. » Miss Marple, écoutant en silence, se souvint de l'avoir vu près du treillis au moment où M. Gray s'était effondré, le pouce pressé anxieusement contre sa bouche. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. M. Hawthorne, le marguillier, arriva le dernier. Il fit montre d'une grande honnêteté, déclarant aussitôt n'avoir rien vu du tout. « J'étais au stand de confiture quand c'est arrivé, » a-t-il dit, « et s'il y a une chose dont je suis fier, inspecteur, c'est de m'occuper de mes affaires. Je n'ai jamais mis mon nez dedans. Jamais. » Miss Marple laissa son tricot s'arrêter une seconde. Monsieur Hawthorne, de longue date, n'avait jamais été vu s'occuper de ses affaires plus de 3 minutes d'affilée. Cette déclaration catégorique suggérait qu'il en avait vu bien plus qu'il ne voulait l'admettre. La conclusion de l'inspecteur. Une fois les témoins partis, Kendall s'est adossé à sa chaise et a tapoté son crayon. « Eh bien, Miss Marple, c'est bien ce que je pensais.
Le poison, si poison il y en a dû être introduit à la table du thé. Miss Pierce a versé la tasse, mais le sucrier est la source la plus probable. Cela réduit la piste. N'importe qui aurait pu le manipuler avant ou pendant la fête. Tout à fait, répondit Miss Marple d'un ton doux. Le sucre est un produit tellement démocratique. Kendall rit doucement. Vous avez bien dit les choses, madame. Mais je pense que nous trouverons bientôt notre coupable. Les gens sont négligents avec le poison. Ils laissent des traces. C'est la science, et non la psychologie, qui résoudra cette affaire. Miss Marple inclina la tête, l'air réservé. Pourtant, elle retourna mentalement les fragments qu'elle avait rassemblés. Le billet de tombola dans le gravier, les digitales dans le pot de confiture, les poignets effilochés de l'élégant costume de M. Gray. La science pouvait révéler la substance contenue dans la tasse de thé, mais seule la nature humaine révélerait qui l'avait placée là. Et pourquoi? Chapitre 5. Le mauvais suspect. Les journaux du matin n'ont rapporté que le compte-rendu le plus bref de la tragédie de Rose Hill. Mort subite, lors d'une fête de village. Un homme s'effondre après avoir pris des rafraîchissements. Il n'était pas question de poison, seulement les témoignages habituels de sympathie et la note indiquant que l'affaire fait l'objet d'une enquête policière. Mais à Rose Hill même, le mot avait déjà pris racine. Lorsque Miss Marple se rendit chez l'épicier ce matin-là, l'air était chargé d'une certitude murmurée. Madame Pettigrew, qui mesurait le thé derrière le comptoir, se pencha vers elle avec confiance. « Bien sûr que c'était cette fille Pierce, Miss Marple. Les mauvaises manières finissent toujours par se faire sentir, toujours trop promptes à rougir, et tout le monde sait ce que ça signifie. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Miss Marple avec un regard doucement interrogateur. « Eh bien, la culpabilité naturellement. » Miss Marple paya son thé, accepta la monnaie et ne dit rien. Elle savait pertinemment qu'une rougeur soudaine était aussi souvent le signe de l'innocence que de la culpabilité. La résolution de l'inspecteur, Kendall. Au presbytère, l'inspecteur Kendall se montra moins prudent. Le laboratoire de Marleycombe avait confirmé la présence de digitaline dans la tasse de thé, la substance même que le docteur Barker soupçonnait. La dose, bien que faible, était suffisante pour arrêter le cœur d'un homme. « C'est clair, » dit Kendall à l'agent Briggs. « Le poison était dans la tasse ou dans le sucre. Mademoiselle Pierce a versé le thé et y a ajouté les morceaux de sucre. Le moyen, l'occasion, l'acte lui-même, tout est de sa faute. C'est une affaire aussi simple que possible. » Briggs hocha la tête solennellement, même si son crayon tremblait légèrement en écrivant. « Et le motif, monsieur ?» Kendall fronça les sourcils. « C'est ça qui ne me plaît pas. On n'a pas encore de mobile, mais on n'empoisonne pas des inconnus sans raison. » Briggs, dont l'esprit fonctionnait sur des lignes simples, suggéra « Peut-être l'a-t-il insulté, monsieur ?» Kendall rejeta la question d'un grognement. « On va enquêter sur ses antécédents. Sa famille, ses amis, ses liens avec quelqu'un. Il y aura forcément quelque chose. » Les ragots et la peur. Cet après-midi-là, le village bourdonnait d'activité. Certains plaignaient Lily, d'autres hochaient la tête d'un air entendu. Quelques-uns déclaraient avoir toujours soupçonné qu'elle n'était pas du genre à qui l'on pouvait confier des responsabilités. La pauvre Lily elle-même s'était enfermée chez elle, rideau tiré, tandis que sa mère errait, les yeux rougis et l'air provocateur. Miss Marple, appelant pour déposer un panier de scones, trouva Madame Pierce presque prête à fondre en larmes. « On dit que c'est elle, Miss Marple. Notre Lily, c'est une gentille fille. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Elle est nerveuse, oui, elle l'a toujours été, mais méchante, jamais. » « Je suis sûre qu'elle n'est pas méchante, » dit doucement Miss Marple, « mais la méchanceté n'est pas la seule cause du malheur. Parfois, chère Madame Pierce, les gens se laissent entraîner dans des choses qu'ils n'ont jamais déclenchées. » Madame Pierce lui serra la main. « Tu crois en elle, alors ?»« Oh, Dieu merci. » Miss Marple observe. Ce soir-là, Miss Marple assista aux vêpres. L'église était pleine, comme toujours après un choc. Les villageois se rassemblaient dans les moments de peur. Elle remarqua comment la congrégation se divisait par petites divisions révélatrices.
Madame Fanshawe s'agenouilla avec un air de dévotion exagérée, ses lèvres s'agitant rapidement au fil des prières. M. Hawthorne toussa plusieurs fois, chacune résonnant dans la nef comme pour rappeler sa présence à tous. Colin Rattray était assis, raide, sur le troisième banc, évitant le regard de la famille de Lily Pierce. Pendant le cantique, le regard de Miss Marple erra. Elle remarqua une chose curieuse. Le sac à main de Madame Fanshawe, posé sur le banc à côté d'elle, portait une légère trace de quelque chose de pâle sur le fermoir. Du sucre peut-être? Ou de la farine de cuisine? C'était facile à expliquer, bien sûr. Et pourtant, après la cérémonie, on vit Colin Rattray partir précipitamment, le pas inégal, son regard par-dessus son épaule trahissant une conscience troublée. Miss Marple, qui l'avait observé près du treillis le jour de la fête, repensa au coin d'argile rouge sur sa chaussure. L'inspecteur agit. Le lendemain matin, l'inspecteur Kendall arriva au cottage Pierce. Son attitude était grave mais ferme. « Mademoiselle Pierce, dit-il, je dois vous demander de m'accompagner à Marleycombe pour un interrogatoire plus approfondi. Je regrette cette exigence, mais vous avez été la dernière à servir le défunt. Tant que l'affaire n'est pas éclaircie, les soupçons pèsent naturellement sur vous. » Lily haleta, les mains tremblantes. « Mais je n'ai pas pu. » Sa mère s'accrochait à elle. « Elle est innocente, inspecteur. Vous verrez tous. » Miss Marple, qui s'était approchée tranquillement au moment où l'inspecteur parlait, posa doucement une main sur le bras de Madame Pierce. « Courage, ma chère. La vérité a le don de s'imposer, même si parfois il faut de la patience. Et n'oublions pas que ce qui paraît naturel n'est pas toujours vrai, et que ce qui paraît impossible est souvent négligé. » L'inspecteur Kendall lui adressa un sourire mi-grimace. « Vous êtes toujours très délicate, Miss Marple. Mais la loi ne repose pas sur la délicatesse. Nous devons agir sur la base des faits. »« En effet, » dit Miss Marple, « et pourtant les plus petits faits sont parfois les plus trompeurs. » Tandis que Lily était emmenée, le village observait la scène dans un silence stupéfait. Certains murmuraient que justice était faite. D'autres, moins sûrs, se demandaient si le véritable meurtrier circulait encore librement parmi eux. Miss Marple, le regard pensif, retourna lentement à son cottage. Elle avait vu quelque chose, ou peut-être plusieurs choses, qui ne collaient pas. Le sourire peint de M. Gray, les digitales dans le pot de confiture, le billet de tombola sur le gravier. Non, pense-t-elle, Lily Pierce n'était pas la réponse. La vérité l'attendait toujours, discrètement cachée dans les replis de la vie du village. Chapitre 6. Les secrets sous la surface. L'arrestation de Lily Pierce a bien plus perturbé Rose Hill que la mort de M. Gray elle-même. La mort d'un inconnu lors d'une fête était un événement sensationnel, certes, mais une villageoise accusée d'empoisonnement. C'était personnel. Cela touchait chaque foyer, chaque conversation. En milieu de semaine, les rumeurs s'étaient huées en théorie. Chez le boulanger, Madame Price White déclara que Lily s'était laissée égarer par des idées romantiques et avait empoisonné M. Gray par passion. À la forge, M. Carter jura avoir vu Lily et Gray en pleine conversation près du portail la veille de la fête. L'histoire se répandit à une vitesse alarmante, distillant des détails et en alimentant de nouveaux, jusqu'à ce que les rougeurs de Lily soient unanimement citées comme la preuve d'une passion coupable. Miss Marple écoutait poliment chaque histoire, sans jamais la contredire, se contentant de ranger les bribes comme une ménagère économe qui garde ses bricoles. Elle savait pertinemment avec quelle facilité un village brodait la vérité de points brillants et trompeurs. Les affaires de M. Gray. C'est l'inspecteur Kendall qui a donné le premier aperçu du passé de M. Gray. Au cours d'un thé au presbytère, il a confié au docteur Barker et à mademoiselle Marple. Gray n'était pas son vrai nom. Il fut baptisé Lucien Gradowski, né à Paris, mais passa la majeure partie de sa vie en Angleterre. Il fréquenta le milieu du théâtre, mais ne fit jamais carrière. Il semble plutôt avoir vécu de ses propres idées, investissements, présentations et le genre d'entreprise qu'on ne voit jamais dans les journaux. Des dettes partout. Il avait assez d'ennemis, j'ose dire. Miss Marple se versa une autre tasse.
Un homme qui vit de charme doit toujours être endetté, d'argent, de gratitude ou de pardon. De telles dettes ont tendance à arriver à échéance aux moments les plus difficiles. Tout à fait, acquiesça Kendall. Nous avons appris de Londres qu'il fréquentait récemment une riche veuve à Kensington. Elle a rompu lorsque son notaire a laissé entendre que les finances de Gray ne supporteraient pas un examen approfondi. Ce genre d'affaire peut désespérer. Le docteur Barker secoua la tête. Et s'il avait mené ses plans à Rose Hill, il aurait facilement pu se faire importuner. Colin Rattery, malvenu, pensa Miss Marple, décrivait parfaitement l'attitude de Colin Rattray, le jeune agent immobilier. Elle le vit cet après-midi-là, debout au bord de Willowbrook Lane, avec son vélo. Son visage était tendu, la main dans la poche. « Bonjour, monsieur Rattray, » dit-elle aimablement. Il sursauta puis parvint à sourire. « Oh, Miss Marple, je prenais juste l'air. Trop de choses à faire au bureau, mais un homme a besoin d'une pause de temps en temps. » « Tout à fait. L'air frais purifie l'esprit. » Elle marqua une pause, laissant son regard dériver vers la poche où reposait sa main. « J'espère que vous n'êtes pas surchargé de travail. On entend souvent parler d'hommes qui acceptent plus que ce qui est confortable. » Rattray rougit. « Oh, rien de tout ça. Juste quelques clients à satisfaire. Rien de grave. » Il enfourcha précipitamment son vélo et s'éloigna, laissant Miss Marple contempler pensivement le chemin de terre rouge. Madame Fanshawe. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'arrêta à la belle demeure de Madame Fanshawe, sur la colline, pour lui apporter quelques boutures de pois de senteur. La veuve du colonel la reçut avec une grâce débordante, mais son charme dissimulait une certaine fragilité. « Quelle épreuve, Miss Marple, quand on pense que ça arrive à la fête. J'espère que vous conviendrez que la police a raison d'agir vite. Cette fille... Oh, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais elle avait toujours cet air excité, tellement instable. » Miss Marple admirait les meubles cirés, les rangées soignées de photos, la légère odeur de cire à la lavande. « Oui, » dit-elle doucement. L'excitation peut être trompeuse, cependant. J'ai souvent vu les personnes les plus calmes agir avec la plus grande témérité. Madame Fanshawe eut un petit rire. « Vous ne pensez sûrement pas j'aurais pu avoir quelque chose à voir avec ça. »« Mon Dieu, non, » dit Miss Marple avec un sourire bienveillant qui ne trahissait rien. Elle remarqua cependant l'empressement de la dame à déclarer son innocence avant même que quiconque ne suggère le contraire. La femme du vicaire. Ce soir-là, au presbytère, mademoiselle Marple trouva madame Ellison encore bouleversée. La pauvre femme avoua avoir eu du mal à dormir, craignant qu'une de ses négligences ait pu favoriser la tragédie. « J'ai sorti cette fichue petite bouteille, Miss Marple, le remède contre les guêpes. L'inspecteur dit que ça n'a rien à voir, mais je ne peux m'empêcher de me demander. Et si quelqu'un s'était trompé ?» Miss Marple lui tapota la main. « Nous faisons tous des bêtises, ma chère. Mais la bêtise n'est pas toujours fatale. Non, je pense que le poison est venu par des moyens plus délibérés. » Elle ne dit rien de l'étrangeté qu'elle avait remarquée. Madame Ellison avait placé la bouteille sous la nappe avec un soin si discret le jour de la fête. Ce n'était pas de la culpabilité qu'elle avait perçue, mais de la peur d'être jugée négligente. Pourtant, la peur était toujours bonne à retenir. Un indice dans le crépuscule. Ce soir-là, rentrant chez elle dans la pénombre, Miss Marple s'arrêta près du pré. Une légère brise agitait les feuilles. De la fenêtre du pub Blue Heart parvenaient des rires et le tintement des verres. Elle vit Colin Rattray se faufiler par la porte latérale, regarder autour de lui avant de s'élancer dans la ruelle. Puis, de l'autre côté, Madame Fanshawe apparut, son sac serré fermement, le pas inhabituellement rapide pour une femme de son âge. Elles passèrent toutes deux sans se saluer. Mais Miss Marple remarqua le bref raidissement de leurs épaules, la légère inclinaison de la tête qui trahissait leur reconnaissance. Elle resta immobile jusqu'à leur départ. Le village parlait peut-être de Lily Pierce, mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Il y avait d'autres secrets à Rose Hill, des secrets d'argent, d'orgueil, de besoins désespérés. Et au moins 2 personnes étaient liées par quelque chose qu'aucune d'elles ne voulait confesser. Chapitre 7. Une perturbation dans la nuit. Il était un peu plus de minuit lorsque la paix de Rose Hill fut troublée par un vacarme à l'auberge du Cerf Bleu.
La femme du propriétaire, Madame Prowse, était descendue éteindre le feu lorsqu'elle entendit un bruit dans la cour, un cliquetis métallique, comme si quelqu'un avait renversé un seau. Pensant qu'il s'agissait d'un garçon d'écurie, elle sortit avec une lanterne. Ce qu'elle trouva, en revanche, c'était Colin Rattray, affalé près du portail arrière, le visage blême, le souffle court, un verre brisé à la main. On le transporta dans la salle de dégustation, où le docteur Barker, tiré précipitamment de son lit, se pencha sur lui. Après un silence tendu, le médecin déclara « Il est vivant, mais de justesse. Encore une digitale, si je ne me trompe. Quelqu'un a essayé de le faire taire. » La nouvelle de l'incident se répandit rapidement. À l'aube, Rose Hill bourdonnait comme si les cloches de l'église avaient sonné pour alerter le village. Un second empoisonnement, si peu de temps après le premier, ne pouvait être attribué au hasard. Et même si Colin Rattray respirait encore, le sous-entendu était sombre. La mort de M. Gray n'était pas un malheur isolé, mais un élément d'un drame plus sombre qui touchait le village lui-même. Réponse de l'inspecteur Kendall. L'inspecteur Kendall ne perdit pas de temps. Il arrive au Blue Hart avant le petit déjeuner, d'un air vif et impitoyable. « Qui lui a donné à boire ?» demanda-t-il au propriétaire. « Pas moi, monsieur », s'exclama M. Prowse avec indignation. Il est arrivé en retard, a commandé un whisky et s'est assis seul. Personne d'autre ne l'a approché, sauf Madame Fanshawe, qui est entrée pour lui dire un mot au moment où il partait. Mais elle n'est restée qu'un instant. Le crayon de Kendall s'arrêta. « Madame Fanshawe, hein ? Et que voulait-elle » Le propriétaire haussa les épaules. Impossible à dire. En privé. Elle avait son sac à main sur elle, comme toujours. Miss Marple, arrivée discrètement et maintenant assise près du feu avec son tricot, leva les yeux un instant, puis se pencha de nouveau sur ses aiguilles. Elle se souvenait avoir vu Madame Fanshawe et Colin Rattray se croiser après les vêpres sans se saluer. Pourtant, ils s'étaient reparlé en privé. Intéressant. Un village dans la peur. En milieu de matinée, le village était en émoi. Madame Price-White insista sur le fait que l'empoisonneuse était clairement en train de se déchaîner et déclara qu'elle ne prendrait plus le thé hors de chez elle. Le vicaire appela au calme, mais les paroissiens arrivèrent à l'église par deux, nerveux, parlant d'un tueur fou. Les mères gardaient leurs enfants près d'elles et les hommes se toisaient avec une suspicion soudaine. Au cottage Pierce, la mère de Lily était indignée. « Vous voyez, Miss Marple, s'ils avaient laissé ma fille tranquille, ils auraient su que ce n'était pas elle. Elle est enfermée, et pourtant il y a du poison. N'est-ce pas la preuve ?»« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Cela prouve bien des choses, à bien y regarder. » Une conversation avec le docteur Barker. Plus tard dans la journée, mademoiselle Marple rendit visite au docteur Barker à son cabinet. Il était fatigué, sa moustache hérissée d'indignation. « Cette affaire a profondément secoué le village, » lui dit-il. « Gray est mort, Rattray est à côté. J'ai donné mon avis à l'inspecteur, le même poison dans les deux cas. Mais il y a plus. Les doses étaient différentes. La tasse de Gray contenait une quantité importante. Le verre de Rattray contenait juste assez pour le faire s'effondrer, pas pour le tuer sur le coup. Un avertissement, peut-être, dit doucement Miss Marple, ou une tentative précipitée. Le médecin fronça les sourcils. C'est possible, mais cela suggère que la main derrière n'est pas négligente, mais calculatrice. Miss Marple hocha la tête. Le calcul, docteur, est une qualité qu'on retrouve partout, dans les comptes de famille, dans les livres de succession, et même dans la gestion d'une réputation. Un détail inquiétant. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, Miss Marple passa devant le presbytère. Elle s'arrêta près du muret de pierre, contemplant le jardin où la fête avait eu lieu quelques jours plus tôt. La table à thé avait été débarrassée, les banderoles enroulées, mais le carré d'herbe où M. Gray était tombé portait encore une légère marque. En s'attardant, elle remarqua quelque chose au bord de la bordure, un bout de papier à moitié enfoui dans la terre. Se baissant, elle le ramassa. C'était le coin d'une enveloppe, déchirée, mais juste assez lisible pour laisser apparaître un cachet de la poste londonienne et les lettres
Dowski. Miss Marple la glissa dans son sac à main, l'air pensif. Lucien Gradowski, le vrai nom de Gray. Et voici la preuve qu'il avait reçu une lettre à Rose Hill. De qui et pourquoi? Elle se redressa, observant le jardin tandis que les ombres s'allongeaient. Le village pourrait croire que l'empoisonneur était un fou, frappant au hasard. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Il y avait là un schéma, une main délibérée déplaçant les pièces, et elle commençait à entrevoir, vaguement, ce que cette main était en train d'arranger. Chapitre 8. Sous l'œil de l'inspecteur. L'inspecteur Kendall n'était pas homme à tergiverser une fois la piste posée. La deuxième tentative d'empoisonnement avait affiné ses soupçons, et le fait que Madame Fanshawe ait été la dernière à parler à Colin Rattray était, à ses yeux, suffisamment significatif pour justifier un examen approfondi. Il arrive à Fanshawe House le jeudi matin, accompagné de l'agent Briggs. La maison, une respectable demeure géorgienne perchée sur la colline, paraissait paisible sous le soleil de septembre, ses volets soigneusement peints et son heurtoir en laiton, poli. À l'intérieur, Madame Fanshawe les attendait dans le salon, assise raide dans un fauteuil à haut dossier, son sac à main posé, comme toujours, à portée de main. « Inspecteur, » dit-elle avec un calme absolu, « cela devient plutôt fastidieux. J'ai déjà expliqué au propriétaire que je n'avais échangé que quelques mots avec M. Rattray. Une conversation aussi innocente ne peut certainement pas éveiller les soupçons. Cela, dit Kendall fermement, dépend beaucoup des mots échangés. On vous a vu lui parler en privé quelques minutes avant qu'il ne s'effondre. Le rouge monta à Madame Fanshawe. Je ne lui ai posé de questions que sur une question de propriété. Mon défunt mari détenait des papiers relatifs à des cottages près de Willowbrook. Monsieur Rattray est le nouvel agent. Il était naturel que je demande des éclaircissements. Une clarification sur quoi précisément? Elle hésita, les doigts crispés sur son sac à main. À propos de contrat de location. Une bagatelle. Tu ne crois pas que j'aurais des raisons de faire du mal à ce jeune homme? Peut-être pas, admit Kendall. Mais permettez-moi de vous signaler qu'on vous a également vu converser avec M. Gray à la fête. Madame Fanshawe se redressa. Monsieur Gray a parlé à tout le monde. Il avait une façon de s'immiscer. Je ne lui ai rien dit d'important. Rien? Kendall plissa les yeux. Pas à propos des affaires de votre défunt mari? Pas à propos d'une dette? À ces mots, Madame Fanshawe laissa échapper un cri perçant. Comment osez-vous suggérer une chose pareille? Le colonel Fanshawe était un homme d'honneur. Je n'en doute pas, madame. Mais les dettes peuvent persister même après le départ d'hommes honorables. Monsieur Gray était connu pour engager de telles poursuites, pas toujours en toute légalité. Pendant un instant, Madame Fanshawe hésita. Son visage trahit une lueur, la peur, ou peut-être la culpabilité, avant qu'elle ne reprenne contenance. Je vois que vous êtes déterminé à tout mal interpréter. Si je dois me défendre contre des soupçons futiles, alors j'exige que vous portiez plainte. Kendall se leva. Je n'ai pas encore d'accusation. Mais je vous préviens clairement, Madame Fanshawe, vous en avez eu l'occasion. Et si nous découvrons une preuve de mobile? Il a laissé la phrase en suspens, lourde d'implications. La visite de Miss Marple. Cet après-midi-là, Miss Marple se présenta à Fanshawe House sous prétexte de livrer de la gelée de Quang. Madame Fanshawe la reçut froidement, les mains encore tremblantes de la visite de l'inspecteur. « C'est trop, Miss Marple, » déclara-t-elle. « Être traitée comme une criminelle simplement parce que je porte un sac à main et que je parle aux gens. Cette Pierce n'aurait jamais dû être mise hors de soupçon. Et maintenant je dois subir cette humiliation. » Miss Marple posa le pot de confiture sur la table, son regard doux rivé sur la veuve. « C'est dur, j'en suis sûr, de se voir questionner. Pourtant, parfois, chère Madame Fanshawe, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on évite de dire qui attire l'attention. » La veuve se raidit. « Et qu'est-ce que j'ai évité de dire, à ton avis ?»« Oh, rien de particulier, » répondit Miss Marple avec une douceur parfaite. Seul ce silence, tel un sourire, peut être peint. Il y eut un long silence. Puis Madame Fanshawe laissa échapper un rire cassant.
Ma chère Miss Marple, vous avez une telle tournure de phrase, presque aussi théâtrale que M. Gray lui-même. Un soupçon de vérité. En quittant la maison, Miss Marple s'arrêta devant le portail. Un petit bout de papier était coincé dans la ferronnerie, le coin d'un reçu, avec l'inscription Marleycombe Bank à peine visible. Elle le glissa dans son gant. Il semblait de plus en plus probable que les liens de Madame Fanshawe avec M. Gray, et peut-être avec le jeune Rattery, n'étaient là pas seulement sociaux. L'argent, pensait Miss Marple, sous-tendait si souvent les bizarreries du comportement humain. L'orgueil pouvait le masquer, la peur le dissimuler, mais les dettes et les héritages avaient ruiné plus de foyers que la passion. Elle rentra chez elle par le chemin tranquille, le soleil couchant dorant les haies. Aux yeux de tous, elle représentait la sérénité, son panier se balançant légèrement sur son bras. Mais dans son esprit, l'image s'affinait. 2 empoisonnements, 2 survivants du charme intrusif de M. Gray, Colin Rattray et Madame Fanshawe. L'un jeune et nerveux, l'autre fier et sur la défensive. Tous deux, d'une manière ou d'une autre, étaient mêlés à un homme dont le sourire maquillé dissimulait dettes et intrigues. Miss Marple sentait que les fils commençaient à faire des nœuds, et les nœuds, lorsqu'on les taquinait doucement, pouvaient toujours être défaits. Chapitre 9. Les ombres du passé. Malgré tout son charme et son élégance, M. Lucien Gray était, songea Miss Marple, un homme composé de fragments de manières, de phrases, d'apparences. Un peu de théâtre, un peu de commerce, un peu de galanterie. Et pourtant, derrière son sourire, il y avait quelque chose de vigilant, voire d'affamé. Des hommes de ce genre s'aventurent rarement sans raison dans les paisibles villages anglais. L'inspecteur Kendall, et c'est tout à son honneur, le pensait aussi. 2 jours après le 2e empoisonnement, il convoqua Miss Marple au salon du presbytère pour lui faire part de ce qu'il appela « certains renseignements de base ». Les nouvelles de l'inspecteur, il semble, commença-t-il, que Gray, ou Gradowski de son vrai nom, avait des liens plus que superficiels avec cette région du monde. Il y a 20 ans, il était secrétaire de Sir Edmund Verwood à Marleycombe Hall. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent un instant. « Ah, Sir Edmund, un homme au vaste domaine et aux appétits un peu plus grands. » Kendall lui adressa un sourire sec. « Tout à fait. » Gray a quitté le hall brusquement, congédié bien que les archives soient vagues. Sir Edmund est décédé peu après, laissant ses affaires dans un désordre considérable. Mais il semble que Gray ait eu connaissance de certains documents, des investissements qui ont mal tourné, voire des irrégularités comptables. Du chantage, inspecteur ? Kendall écarta les mains. Cela ne m'étonnerait pas. Cet homme semble vivre de bribes de secrets depuis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'a vu poser des questions sur les cottages de Willowbrook avant sa mort, des cottages autrefois liés au domaine de Sir Edmund. Miss Marple inclina la tête, pensive, ce qui expliquerait son intérêt particulier pour M. Rattery, l'agent, et peut-être pour Madame Fanshawe, dont le défunt mari était négociant en contrat militaire, un domaine pas toujours des plus transparents. Kendall se pencha en avant. « Qu'en pensez-vous, Miss Marple ?»« Seulement, dit-elle doucement, les dettes, les secrets et les héritages sont comme les mauvaises herbes dans un jardin. On les arrache, mais leurs racines sont profondes. Monsieur Gray était peut-être sur le point d'arracher quelque chose qu'il valait mieux laisser tranquille. » Souvenir du village. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit à Marleycombe pour rendre visite à Miss Dorothy Clay, une vieille connaissance qui avait été gouvernante à Verwood Hall. Miss Clay était à la retraite depuis longtemps, mais sa mémoire était aussi vive que le vinaigre. « Lucien Gradowski ?» dit-elle aussitôt. « Oh, je me souviens bien de lui. Mince, beau à la manière d'un étranger, toujours une fleur à la boutonnière. Sir Edmund l'appréciait au début. Il disait qu'il avait le sens des chiffres. Mais je ne lui ai jamais fait confiance. Trop guindé. Toujours à écouter aux portes, toujours à griffonner des notes. Puis, soudain, il a disparu.
Sir Edmund a crié à la déloyauté et à la trahison. Nous n'en avons jamais su le bien fondé. Les affaires de Sir Edmund ont-elles souffert? Seigneur, oui. On parlait d'argent disparu, égaré ou emprunté. Après la mort de Sir Edmund, Lady Verwood vendit précipitamment les cottages de Willowbrook. J'imagine que toute cette affaire laissa beaucoup de monde inquiet. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Et avez-vous déjà entendu parler du retour de M. Gray dans le coin? Pas jusqu'à maintenant. Mais j'ai toujours dit qu'il réapparaîtrait là où il y avait de l'argent à gagner. Les hommes de ce genre ne changent jamais, Miss Marple. Jamais. Un lien déroutant. Sur le chemin du retour, Miss Marple s'arrêta à la poste. Miss Hart, toujours prête à donner des informations, se pencha confidentiellement par-dessus le comptoir. Entre nous, mademoiselle Marple, j'ai vu des lettres adressées à M. Gray poste restantes ces 3 dernières semaines. Elles venaient de Londres, bien sûr. Toujours la même écriture soignée. L'une d'elles portait un timbre de la banque Marleycombe au dos. Comme vous êtes observatrice, mademoiselle Hart, M. Gray les a-t-il récupérées lui-même? Il l'a fait. Très exigeant. Il m'a demandé de les garder à l'écart. Des manières étrangères, mais assez polies. Il n'a jamais dit ce qui l'amenait ici. Miss Marple la remercia et sortit sous le soleil de fin d'après-midi. Gray avait donc reçu des lettres, peut-être d'un complice, peut-être de quelqu'un craignant d'être exposé. Et l'enveloppe déchirée qu'elle avait trouvée dans le jardin du presbytère pouvait bien en être une. Réflexion silencieuse. Ce soir-là, alors que Miss Marple était assise près de son foyer avec son tricot, elle laissa les pièces s'arranger d'elles-mêmes. Gray avait autrefois été lié à Marleycombe Hall et au domaine complexe de Sir Edmund. Il était retourné à Rose Hill pour poser des questions sur les cottages de Willowbrook et peut-être sur d'autres propriétés. Il avait reçu des lettres de Londres, dont l'une portait la marque d'une banque. Madame Fanshawe et Colin Rattray ont tous deux réagi à sa présence avec malaise. Était-il possible que Gray ait menacé de dénoncer, non seulement ses dettes, mais aussi des pratiques malhonnêtes commises depuis longtemps? Et si oui, lequel de ses auditeurs avait trouvé cette menace intolérable? Le sourire peint cachait bien plus que du charme, pensa Miss Marple. Il dissimulait un savoir, et le savoir, utilisé avec négligence, pouvait être plus mortel que n'importe quel poison. Elle posa son tricot et contempla le feu. Quelque part à Rose Hill se trouvait celui qui avait suffisamment craint Gray pour le tuer, et qui, à nouveau, avait eu assez peur pour s'en prendre au jeune Rattray. La question n'était pas seulement « OMSE la chance », mais dont le passé aime. Gray était sur le point de le découvrir. Chapitre 10. Le fardeau du jeune homme. Colin Rattray n'avait pas été beaucoup vu les jours qui avaient suivi son effondrement au Blue Hart. Il restait dans son logement situé au-dessus des bureaux de l'agence immobilière Meacham & Sons, et lorsqu'il en ressortait, il marchait avec une sorte d'attention traquée, comme s'il s'attendait à ce que tous les visages se tournent vers lui avec accusation. Miss Marple, dont la douceur pouvait ouvrir des portes que la force ne pouvait que fermer, décida par un bel après-midi de lui rendre visite. Elle prit un petit panier de pommes dans son jardin. « Pour le bureau, pas pour l'estomac », expliqua-t-elle en les lui offrant. « Elles empêchent les papiers de voler. » Colin parut surpris à son arrivée, mais il pouvait difficilement refuser l'entrée à une visiteuse aussi inoffensive. Son bureau était une pièce étroite avec un haut bureau, un classeur et des registres empilés comme des fortifications. Un hôte nerveux. « Vous avez eu un choc, monsieur Rattray », commença Miss Marple en s'installant dans un fauteuil droit. « Ce n'est jamais agréable d'être si près d'une tragédie. » Il déglutit. « Choc ? Oui. Mais on m'a dit que j'avais eu de la chance. Le médecin dit qu'une autre dose m'aurait achevé. » Miss Marple inclina la tête. « J'imagine que vous n'étiez pas la victime visée, pas personnellement. Mais peut-être étiez-vous un peu trop proche de sujets qu'il valait mieux laisser de côté. » Il lui lança un regard bref et perçant. « Que veux-tu dire ? » « Monsieur Gray vous a posé une question sur les cottages Willowbrook, » dit-elle doucement. « Et vous avez éludé la question. Mais évitez, monsieur Rattray,
n'empêchent pas toujours les ennuis. Parfois, cela les provoque. La main de Colin se crispa sur le bord du bureau. Pendant un instant, il sembla qu'il allait tout nier. Puis, les épaules affaissées, las, il parla. L'enchevêtrement de l'héritage. Je vais vous dire la vérité, Miss Marple, car je ne supporte pas l'idée que l'on puisse croire que je l'ai empoisonné. Les cottages de Willowbrook ne sont pas simples. Lorsque j'ai succédé à M. Meacham, j'ai découvert des irrégularités dans les papiers. Loyer payé comptant, contrat sans signature, terre vendue dans des circonstances étranges. Tout cela remontait à l'époque de Sir Edmund Verwood. Et puis j'ai découvert pire. Mon père, il était intendant ici il y a 20 ans, était mêlé à tout ça. On lui avait versé des sommes, et il manquait des sommes sur les comptes de la succession. Je crois, sa voix baissa, je crois que Gray était au courant. Il m'a menacé à la fête. Il a dit qu'il avait la preuve de la malhonnêteté de mon père, et que si je ne le payais pas, il verrait toute l'histoire rendue publique. Mon père est mort maintenant. Mais la honte. Il s'interrompit, le visage blême. Miss Marple croisa doucement les mains sur ses genoux. « Du chantage, » dit-elle doucement. Oui, Monsieur Gray avait un penchant pour ce genre de jeu. Et vous étiez bien jeune pour vous retrouver dans sa ligne de mire. Colin releva brusquement la tête. Mais je ne l'ai pas empoisonné. Je le jure. J'ai pensé parler de ces menaces à l'inspecteur, mais à quoi bon? Ça ne ferait que salir le nom de mon père. Et la mort de Monsieur Gray. Ça me fait passer pour coupable, non? Les apparences ne sont pas toujours vraies, dit doucement Miss Marple. Je ne pense pas que vous soyez du genre à verser du poison dans une coupe. Mais quelqu'un d'autre a peut-être trouvé votre honte utile. Miss Marple réfléchit. En quittant le bureau, Miss Marple descendit lentement High Street, son panier désormais léger sur son bras. L'histoire de Colin collait bien avec ce qu'elle savait déjà. Gray était revenu à Rose Hill non pas pour le plaisir, mais pour déterrer les cendres de vieux scandales. Il en avait trouvé un en la personne du père de Colin Rattray. Il en avait peut-être trouvé d'autres. L'attitude défensive farouche de Madame Fanshawe, le reçu de la banque Marleycombe, le silence étrange sur les affaires de son défunt mari, tout cela aussi avait évité de justesse le risque d'une révélation. Et d'autres avaient peut-être encore des raisons de craindre l'homme au sourire maquillé. Une lettre révélée. Ce soir-là, la maîtresse de poste, Miss Hart, se précipita au cottage de Miss Marple avec ce qu'elle appela une curieuse nouvelle. « Tu te souviens de ces lettres que Gray collectionnait ? Eh bien, j'ai regardé dans la pile de lettres mortes, et l'une d'elles est revenue de Londres après sa mort. L'écriture est la même que les autres, mais voilà. L'adresse de retour est celle d'un cabinet d'avocats à Lincoln's Inn. Et le nom, Fanshawe. Y a-t-il du crédit ? Un cabinet d'avocats, sans doute, mais quand même. Ça donne à réfléchir, non ? Miss Marple la remercia gravement et rangea l'information. Oui, cela donnait vraiment à réfléchir. Le poids des secrets. Ce soir-là, assise près du feu, Miss Marple, son tricot oublié sur ses genoux, songea que Rose Hill n'était plus un village tranquille où régnait une seule tragédie. C'était un lieu où s'entrechoquaient de vieilles dettes, des déshonneurs cachés et de nouvelles peurs. Monsieur Gray était venu chercher à tirer profit des secrets. Quelqu'un avait décidé que ces secrets devaient y rester enfouis, même au prix d'un meurtre. Le fardeau de la honte familiale de Colin Rattray était déjà lourd, mais ce n'était peut-être pas le secret le plus lourd qui se cachait à Rose Hill. Et Miss Marple savait, avec la certitude tranquille d'une longue observation, que les secrets sont comme la digitale dans une bordure, assez jolie lorsqu'elle est debout, mais mortelle lorsqu'elle est écrasée dans la coupe d'un autre. Chapitre 11. Le fardeau de la veuve. Le lendemain, le ciel était clair, avec un vent vif qui agitait les ifs du cimetière. Les villageois, cependant, ne pensaient pas autant. Ils pensaient à Madame Fanshawe. L'inspecteur Kendall lui avait rendu visite la veille au soir, et la rumeur s'était répandue aussi vite que la fumée à travers le chaume sec. Au Blue Heart, Madame Price White a déclaré avec délectation que la veuve du colonel avait une langue très acérée lorsqu'elle était acculée,
tandis que chez l'épicier, Madame Pettigrew a confié que Madame Fanshawe avait vécu au-dessus de ses moyens pendant des années, même si elle ne l'admettrait jamais. Miss Marple, tricotant sereinement dans son salon, se contenta de hausser les sourcils lorsqu'on lui raconta ces choses. Elle savait que les villageois inventaient rarement des scandales en masse, mais ils brodaient, ajoutaient de la couleur et, surtout, révélaient leurs propres angoisses dans ce qu'ils choisissaient de répéter. La découverte de l'inspecteur Kendall. L'inspecteur Kendall arriva au cottage de Miss Marple cet après-midi-là, d'une voix vive mais troublée. « J'ai pensé que cela vous intéresserait, mademoiselle Marple. Nous avons examiné les finances de madame Fanshawe. Ce n'est pas très reluisant. Le colonel a laissé moins que prévu. Des investissements qui ont mal tourné, des dettes dissimulées. Elle emprunte sur sa propriété depuis des années, parvenant à peine à survivre. » Miss Marple mit son tricot de côté. Et M. Gray était au courant? Je crois que oui. Ces lettres des notaires de Lincoln's Inn, il était en contact avec eux. On ne sait pas encore de quoi il l'a menacée, mais le sous-entendu est clair. Si elle craignait d'être démasquée, alors elle avait un mobile, conclut doucement Miss Marple. Un mobile très ancien, inspecteur. La peur de la honte. Kendall grogna. Oui. Et elle a parlé au jeune Rattery au cerf bleu avant qu'il ne s'effondre. Ça s'annonce mal pour elle, Miss Marple. Très mal. Une visite à Fanshawe House. Plus tard dans la soirée, Miss Marple gravit la colline jusqu'à Fanshawe House. Cette fois, elle ne portait ni panier, ni gelée, ni fleurs, seulement sa présence discrète. Le salon était aussi impeccable que d'habitude, mais une lourdeur régnait dans l'air, comme si les cadres dorés et les rideaux de velours étaient dits conscients de leur déshonneur. Madame Fanshawe la reçut avec raideur. « Je suppose que vous êtes venu pour apprendre les dernières nouvelles. Je suis ruiné, malhonnête et capable de meurtre. » Le regard de Miss Marple était bienveillant. « Je suis venu parce que vous êtes inquiète. On ne polit pas le cuivre avec autant d'ardeur, Madame Fanshawe, à moins de vouloir effacer quelque chose de désagréable. » La veuve eut un rire bref et cassant. « Vous en voyez trop, Miss Marple. Oui, j'étais en difficulté. Le colonel a laissé plus de dettes que de biens, et j'ai refusé d'en informer le village. Il faut préserver les apparences. Monsieur Gray, il a proposé son aide. Il a insinué qu'il pourrait me présenter à un investisseur ou acheter certains journaux à un prix avantageux. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Du chantage. Et quand tu as vu Monsieur Rattray au Blue Hart, je l'ai supplié, Miss Marple, de détruire tous les papiers que Gray aurait pu brandir. Je n'ai pas pu supporter cette honte. Je n'ai jamais touché à la boisson de cet homme, je le jure. Si l'inspecteur pense le contraire, il se trompe. » Miss Marple posa doucement la main sur le bras de la femme. « Je crois que vous ne l'avez pas empoisonné, Madame Fanshawe, mais vous devez admettre que vous aviez des raisons de souhaiter que M. Gray soit réduit au silence. » Les yeux de la veuve se remplirent de larmes, rapidement essuyées. « J'avais des raisons, oui, mais d'autres aussi. Ne l'oublie pas. » Un indice petit, mais révélateur. Alors que Miss Marple quittait Fanshawe House, le crépuscule était déjà tombé et les lampadaires brillaient faiblement dans le chemin. Elle s'arrêta devant le portail et remarqua quelque chose d'étrange. Des grains blancs dispersés le long du chemin, illuminant la lumière de la lanterne. Elle se pencha. Du sucre. Pas beaucoup, mais suffisamment pour indiquer que quelqu'un en avait renversé récemment. C'était un détail, facile à expliquer, facile à oublier. Mais l'esprit de Miss Marple, si habile à reconstituer les énigmes humaines, s'y attardait. Le sucre, l'objet même par lequel le poison avait été initialement administré, et le sucre renversé devant le portail de Fanshawe House était pour le moins suggestif. Réflexion. Plus tard, dans son salon, Miss Marple réfléchit à tout ce qu'elle avait appris. Madame Fanshawe avait un mobile, une opportunité, et maintenant même un soupçon de lien avec le sucre empoisonné. Pourtant, son instinct lui inspirait la prudence. Madame Fanshawe était fière, effrayée et peut-être stupide, mais pas cruelle. Elle avait l'air d'une femme qui cache un défaut,
pas d'une meurtrière. Et cette pensée a conduit Miss Marple à une question plus profonde. Si Madame Fanshawe n'avait pas tué Gray, alors qui l'avait fait? Qui, à Rose Hill, avait à la fois les connaissances et le culot d'administrer du poison, et la subtilité de laisser les autres en porter la responsabilité? Miss Marple reprit son tricot, ses aiguilles claquant doucement à la lumière de la lampe. La vérité, sentait-elle, se rapprochait. Le sourire maquillé de M. Gray avait trop caché, et en tentant de démasquer les autres, il avait signé son propre arrêt de mort. Chapitre 12. Une révélation inattendue. Le village, toujours avide de tirer des conclusions, avait désormais largement décidé que Madame Fanshawe était la coupable. L'orgueil et l'argent étaient des motivations compréhensibles pour tous. Le vendredi matin, lorsque le garçon de l'épicier eut terminé ses livraisons, on répétait avec assurance que la veuve du colonel allait être enlevée d'un jour à l'autre. Pourtant, l'inspecteur Kendall, bien que convaincu par ses motivations, n'était pas tout à fait prêt à agir. « J'aime les faits, dit-il à l'agent Briggs d'un ton sombre, et je ne les ai pas encore. Nous avons le sucre empoisonné, certes, mais pas celui qui l'a placé là. Sans cela, je ne risquerais pas d'être inculpé. » Miss Marple écoutait, le regard doux. Elle savait que Kendall était suffisamment honnête pour résister à la tentation d'une solution facile. Mais elle savait aussi que, tandis que l'inspecteur cherchait des faits, la vérité humaine risquait de lui échapper. Une visite de Madame Pierce. C'était au milieu de l'après-midi lorsque Madame Pierce arriva au cottage de Miss Marple, le visage rouge, les mains tordant un mouchoir humide. Oh, Miss Marple, je ne savais plus où donner de la tête. On raconte encore des choses horribles sur ma Lily. Et maintenant quelque chose est apparu, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Miss Marple posa son tricot et versa un peu de thé, laissant la pauvre femme se ressaisir avant de reprendre la parole. « Dites-moi, Madame Pierce, que s'est-il passé ?» Madame Pierce se pencha en avant, la voix tremblante. « J'ai reçu une lettre ce matin, réexpédiée de Marleycombe. Elle était adressée à mon défunt mari. Je n'ai jamais su. J'ignorais qu'il avait travaillé pour Sir Edmund Verwood. C'était des années avant son arrivée à Rose Hill. Mais la lettre, elle vient d'un notaire londonien, au sujet de documents liés au cottage de Willowbrook. Mon mari devait en savoir plus qu'il ne m'en a jamais dit. » Miss Marple prit l'enveloppe avec délicatesse. L'écriture londonienne soignée était la même qu'elle avait vue sur les lettres de Gray à la poste. Elle la retourna et nota le nom de l'entreprise, celle-là même dont Miss Hart avait parlé auparavant. « Votre mari a-t-il déjà parlé de telles choses ?»« Jamais. C'était un homme discret, Dieu lui garde. Un simple commis, pensai-je, rien de plus. Mais s'il était mêlé aux affaires de Sir Edmund, et si M. Gray le savait, oh, Miss Marple, et s'il s'en prenait à Lily pour cette raison, et si ma pauvre fille était mêlée à quelque chose qui s'est passé avant sa naissance ?» Les pensées silencieuses de Miss Marple. Miss Marple lui tapota la main. « Tiens, tiens, ma chère, les familles ont une histoire, comme les jardins ont des racines sous la terre. Parfois, on ne voit les racines qu'après une tempête qui met la terre à nu. » Après le départ de Madame Pierce, Miss Marple resta assise un long moment, les yeux fixés sur le feu. Pièce après pièce, le puzzle se modifiait. Monsieur Gray avait autrefois été lié à Sir Edmund Verwood. Les cottages de Willowbrook, vendus à la hâte après la mort de Sir Edmund, dissimulaient des irrégularités. Le père de Colin Rattray avait été impliqué, et maintenant le père de Lily, calme et modeste, avait également pris part à ces affaires. Deux familles, liées par de vieux secrets, et toutes deux menacées par le retour de Gray. Un soupçon de malice. Ce soir-là, Miss Marple a assisté à une petite réunion au presbytère, où l'inspecteur Kendall a partagé les dernières découvertes. Le laboratoire confirme que les morceaux de sucre ont été manipulés avant la fête. On ne sait pas quand, mais quelqu'un y avait accès avant. Madame Ellison joignit les mains, consternée. Ce qui veut dire que n'importe laquelle d'entre nous aurait pu entrer dans la cuisine ce matin-là. J'avais des dames qui entraient et sortaient tout le temps. « Oui, » répondit Kendall d'un ton sombre. « N'importe qui aurait pu le glisser. Madame Fanshawe, le jeune Rattray,
et même mademoiselle Pierce. À la mention de Lily, Miss Marple parla, doucement mais distinctement. Et peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne se méfie de personne, précisément parce qu'il est toujours là, toujours digne de confiance. Il y eut un silence, seulement rempli par le tic-tac de l'horloge. Kendall la regarda fixement, mais Miss Marple avait déjà repris son tricot, les yeux baissés comme si elle n'avait rien dit de remarquable. Réflexion. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle sous le ciel étoilé, Miss Marple repensa à la révélation de Madame Pierce. Si le père de Rattray et celui de Lily avaient tous deux été mêlés aux affaires embrouillées de Sir Edmund, alors M. Gray avait ratissé large. Mais qui, se demandait-elle, avait eu si peur d'être démasqué qu'il aurait tué pour l'empêcher? Était-ce Colin, cherchant désespérément à protéger son nom de famille? Madame Fanshawe, s'accrochant à sa dignité? Ou un autre caché encore dans le calme du village? Le sourire peint de M. Gray, pensait-elle, n'était qu'un masque tendu à chacun d'eux, et derrière de tels masques, les gens révélèrent parfois plus d'eux-mêmes qu'ils ne le souhaitaient. Chapitre 13. Danger sur le green. Le samedi s'était levé avec une luminosité trompeuse, le genre de journée où Rose Hill baignait habituellement dans le calme du marché et des courses matinales. Mais le calme n'était plus possible. La gaieté de la fête n'était plus qu'un souvenir, remplacé par une suspicion sourde et la certitude qu'un poison pouvait se cacher dans la plus banale tasse de thé. L'inspecteur Kendall, impatienté par la lenteur des progrès, avait déclaré le village sous le coup d'un nuage et multiplié les visites au foyer suspect. L'agent Briggs patrouillait la rue principale avec une telle solennité que même les enfants jouant aux billes baissaient la voix à son passage. Et puis, au milieu de l'après-midi, un autre choc est arrivé. L'incident. Ce fut Madame Ellison, l'épouse du vicaire, qui faillit être la troisième victime. Elle était allée ranger les cantiques dans la sacristie de l'église avant les vêpres. Lorsqu'elle prit la bouilloire laissée sur le petit réchaud, elle trouva un léger résidu collé au bord, des cristaux blancs qui dégageaient une odeur amère. Curieuse, elle y plongea un doigt et le porta à sa langue. Quelques instants plus tard, elle tituba contre la table de la sacristie, le cœur battant, le souffle court. Heureusement, le bedeau entra juste à ce moment et alla chercher le docteur Barker. Il trouva Madame Ellison pâle mais consciente, les signes révélateurs d'une intoxication digitalique faible mais indéniable. « Une petite dose », dit-il gravement. « Suffisamment pour effrayer, peut-être, pas pour tuer. Mais l'intention est évidente. » La nouvelle se répandit rapidement. Au moment où les vêpres auraient dû commencer, l'église était remplie non pas d'hymnes, mais de murmures anxieux. L'alarme de l'inspecteur, Kendall arriva sans humeur diplomatique. « Ce n'est plus une question de conjecture, » déclara-t-il aux villageois rassemblés. « Quelqu'un tente ici de commettre un meurtre, encore et encore. Ce n'est pas un hasard, c'est délibéré. Et je vais trouver le coupable, soyez-en sûrs. » Madame Fanshawe était assise, raide et indignée, les lèvres pincées. Colin Rattray, le visage blême, semblait sur le point de s'évanouir à nouveau. Lily Pierce s'accrochait à sa mère, défiant les murmures qui s'ensuivaient encore. Miss Marple, assise tranquillement au fond, les observait tous. Son regard s'attarda sur Madame Ellison, réconfortée par des sels odorants et un verre d'eau. Pauvre petite. Elle n'avait ni ennemi, ni dette, ni secret digne d'être découvert. Mais on lui faisait confiance. Elle circulait librement dans les cuisines, les offices et les sacristies. Si quelqu'un souhaitait semer la terreur dans le village sans révéler sa véritable cible, elle était le choix idéal. Une conversation tranquille. Plus tard, alors que la foule se dispersait en groupes inquiets, Miss Marple s'approcha de l'inspecteur Kendall. « Ce métier devient de plus en plus dangereux, inspecteur. Pourtant, parfois, plus l'attaque est frénétique, plus on voit clairement la main qui la guide. » Kendall fronça les sourcils. « Savez-vous quelque chose que vous ne m'avez pas dit, Miss Marple ? » « Je connais bien des petites choses, » dit-elle doucement, « mais il faut les mettre à leur place, comme les mailles d'une chaussette.
Sinon, on ne voit qu'un écheveau de laine. Kendall gémit. Si seulement ta laine pouvait me donner un nom. Patience, inspecteur, dit Miss Marple, le regard doux. La nature humaine finit toujours par se trahir. Il suffit d'attendre et d'observer. Le reflet de Miss Marple. Ce soir-là, dans son cottage, Miss Marple disposa une fois de plus les fragments. Monsieur Gray était revenu à Rose Hill pour déterrer de vieux scandales liés à Sir Edmund Verwood. Les pères de Colin Rattery et de Lily Pierce étaient tous deux impliqués. Les finances de Madame Fanshawe étaient en précaire, et Gray avait probablement fait pression sur elle aussi. Or, Madame Ellison, innocente et irréprochable, avait failli être empoisonnée. 3 tentatives, 3 victimes différentes. Il ne s'agissait pas seulement de réduire une personne au silence. Il s'agissait de confusion, de distraction et de peur. Un écran de fumée derrière lequel se cachait le véritable mobile. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Oui, le moment était presque venu. Encore quelques questions pertinentes, quelques observations à mûrir, et elle tendrait son petit piège. Non pas avec des menaces, ni avec la science, mais avec la seule chose à laquelle les coupables ne pourraient jamais résister. Leur propre folie humaine. Chapitre 14. Miss Marple tend un piège. Le dimanche suivant l'empoisonnement imminent de Madame Ellison s'annonça avec une sérénité presque trompeuse. Les cloches sonnaient pour les matines, les haies brillaient d'une rosée de fin d'été, et les boutiques de Rose Hill High Street ouvraient avec leur calme habituel. Pourtant, sous cette normalité, la peur couvait encore. Les gens contemplaient leur thé, leur gâteau, et même le sucrier du Blue Hart, avec la méfiance de soldats scrutant l'horizon. L'inspecteur Kendall, las des impasses, vint voir Miss Marple ce matin-là, l'air sombre. « J'ai tourné en rond, Miss Marple, » avoua-t-il. « Madame Fanshawe a un mobile, le jeune Rattery a des relations, la jeune Pierce a une opportunité. Et pourtant, plus j'y regarde, moins j'en suis sûr. Je jure que cette affaire va me rendre fou. » Les yeux bleus de Miss Marple pétillèrent avec bienveillance. « Oh, mais la distraction est précisément ce que les coupables cherchent, inspecteur. Quand il y a trop de confusion, il faut simplifier les choses. J'ai réfléchi, ce n'est pas seulement ce que les gens fait à la fête, mais ce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de révéler d'eux-mêmes. » Kendall lui lança un regard interrogateur. « Et que proposes-tu » ? « Eh bien, rien de plus inquiétant que le thé, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Si vous voulez bien céder à l'envie d'une vieille dame, j'aimerais inviter certaines personnes à mon cottage cet après-midi. Une petite réunion pour les apparences. Vous devez bien sûr être présente. » Kendall hésita. « Tu veux les débusquer » Miss Marple sourit sereinement, ses aiguilles claquant comme si elle ne discutait que du talon d'une chaussette. « J'ai toujours pensé, inspecteur, qu'avec le bon cadre, on ne peut résister à l'envie de se mettre à nu. Il s'agit de créer la scène idéale. » Le rassemblement. Cet après-midi-là, les invités choisis arrivèrent au cottage blanchi à la chaux de Miss Marple. Madame Fanshawe, raide et pleine de ressentiment, son sac à main fermement serré sur ses genoux. Colin Rattery, pâle et nerveux, ses yeux se portant partout sauf sur son hôtesse. Lily Pierce, amenée à contre-cœur par sa mère, son visage montrant à la fois la peur et le soulagement d'être incluse. Madame Ellison, encore fragile après son épreuve, accompagnée de son vicaire attentionné. L'inspecteur Kendall était assis dans un coin, extérieurement détendu mais intérieurement alerte. Miss Marple présidait la table du thé avec l'air d'une grand-mère bienveillante. La porcelaine brillait, les scones étaient chauds, et le sucrier, fraîchement rempli le matin même sous son œil attentif, trônait au centre, accueillant. « Alors, » dit-elle joyeusement, « une tasse de thé éclaircit souvent les idées et réchauffe le cœur, et peut-être aussi nous aidera-t-elle tous à y voir plus clair. » La caisse claire se resserre. La conversation s'engagea sur un ton tendu. Madame Fanshawe se plaignit du harcèlement de l'inspecteur. Colin marmonna que ses soupçons étaient injustes. Lily resta silencieuse, les poings serrés.
Miss Marple versait le thé avec une délicatesse et une précision exquise, offrant du sucre à chaque invité avec la même délicatesse et la même curiosité. « Un morceau ou deux ?» Madame Fancho a refusé catégoriquement. « Je ne prends jamais de sucre. Je n'en ai jamais pris. » Colin hésita puis en accepta un. Lily, le visage rouge, en demanda deux à voix basse. Madame Ellison, timidement, n'en demanda pas. Le regard de Miss Marple s'adoucit lorsqu'elle posa le bol. « Comme c'est curieux, » dit-elle presque rêveusement, « qu'une chose aussi inoffensive joue un rôle aussi important dans nos affaires. Le sucre si blanc et innocent, et pourtant si pratique pour dissimuler une amertume. » Il y eut un bref silence. Madame Fancho se raidit. Colin s'agita, mal à l'aise, et Lily, sous l'œil attentif de Miss Marple, jeta un coup d'œil non pas au bol, mais à sa mère. Un bref et anxieux battement d'yeux. Une douce provocation, Miss Marple sirota son thé et reposa sa tasse. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce mais posée. « Quelle chance, dit-elle, que l'inspecteur ait maintenant la preuve que le sucre empoisonné a été placé dans le bol avant la fête, car cela signifie que la pauvre Lily ne peut pas l'avoir fait en servant le thé de M. Gray. En effet, cela suggère quelqu'un qui a eu accès très tôt à la cuisine du presbytère, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne serait pas interrogé, qu'il y entre ou qu'il en sorte. » Madame Ellison laissa échapper un hoquet de surprise. Madame Fancho marmonna avec indignation. Colin laissa tomber sa cuillère avec fracas. « Et bien sûr, poursuivit doucement Miss Marple, Monsieur Gray en savait trop. Il avait des informations sur des dettes, des irrégularités, de vieux secrets datant de l'époque de Sir Edmund Verwood. De quoi inquiéter bien des villageois. Il possédait le genre de savoir qui rend un sourire, même peint, très dangereux. » Elle regarda autour de la table, son regard doux mais fixe. Le silence s'épaissit. Quelque part dehors, un merle chantait. Miss Marple croisa les mains. « Eh bien, n'est-ce pas une chance que la vérité finisse par se révéler, avec un peu de patience ?» Le piège était tendu. Le moindre mouvement, un battement d'œil, une main tremblante, un déni indigné trop rapide, avait déjà commencé à trahir le coupable. Miss Marple, qui avait vécu assez longtemps pour connaître les mécanismes de la faiblesse humaine, sentait le piège se resserrer. Le masque du tueur tombait. Bientôt, très bientôt, il tomberait. Chapitre 15. Le masque tombe. Le goûter au cottage de Miss Marple s'était installé dans un silence pesant. Les tasses tintaient faiblement. L'horloge sur la cheminée tic-taquait avec une insistance solennelle. Chaque invité était figé, comme si l'air lui-même l'écoutait. L'inspecteur Kendall, vigilant dans son coin, ne dit rien. Il avait appris que les méthodes de Miss Marple n'étaient là pas les siennes, mais qu'elles étaient efficaces. Miss Marple elle-même tricotait sereinement, ses aiguilles cliquetant au rythme mesuré de la patience. Ce n'était pas le silence qui la dérangeait, mais ce qu'il signifiait. À fait les gens ne pouvaient pas le supporter longtemps. Tôt ou tard, quelqu'un finissait toujours par le briser. Le mot fatal. Ce fut Madame Fancho qui parla la première, la voix aiguë de ressentiment. Toutes ces bêtises à propos du sucre, n'importe qui aurait pu toucher à ce bol. Les domestiques des Ellison, les dames qui préparaient à la table. Pourquoi les soupçons doivent-ils toujours se porter sur les paroissiens respectables ? Miss Marple sourit gentiment. La respectabilité, chère Madame Fancho, est très réconfortante, mais elle ne tient pas toujours chaud quand la vérité se fait froide. Colin eut un rire nerveux qui s'éteignit presque aussitôt. Vraiment ? Et si Gray faisait chanter la moitié du village, il a peut-être eu ce qu'il méritait. Mériter ? Répéta doucement Miss Marple. C'est un mot dangereux, monsieur Rattray. Il est souvent plus réservé aux coupables qu'aux innocents. Lily Pierce, pâle et tremblante, s'écria soudain. « Pourquoi ne voyez-vous rien ? Ce n'était pas moi, ça n'a jamais été moi. Je détestais son regard, certes, mais je n'ai jamais touché à son thé. J'ai juste... » Elle s'interrompit brusquement, se mordant la lèvre. Sa mère lui prit la main et murmura. « N'en dis pas plus, Lily, n'en dis pas plus. »
Et c'est à cet instant que le dérapage s'est produit. Le tel Madame Ellison, restée silencieuse jusque-là, se pencha en avant, inquiète. « Ma chère, personne ne vous prend pour une méchante. Vous n'auriez pas pu l'empoisonner, à moins que vous ne sachiez. » Elle hésita, les yeux écarquillés, et se couvrit la bouche de la main. Le silence qui suivit était lourd comme la pierre. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. Elle leva les yeux d'un air doux et triste. « Ah, dit-elle doucement, le voilà. Vous saviez pour le poison, Madame Ellison, et vous n'auriez pas dû, à moins que ce ne soit vous qui l'ayez placé. » La femme du pasteur poussa un petit cri et se laissa retomber sur sa chaise. Son mari se leva d'un bond, incrédule, mais l'expression de Madame Ellison trahissait ce que ses paroles n'avaient jamais dit. Le démasquage. L'inspecteur Kendall se leva brusquement. « Madame Ellison, est-ce vrai ?» La pauvre femme joignit les mains, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je voulais juste lui faire peur. Il savait des choses horribles, sur mon frère à Londres. Il l'aurait ruiné, nous aurait tous ruinés. Je pensais que s'il tombait malade, il partirait, quitterait Rose Hill. Je n'ai jamais voulu qu'il meure. » Le vicaire gémit, le visage enfoui dans ses mains. Les autres restèrent stupéfaits. Madame Fanshawe, pâle de soulagement que les soupçons aient changé. Colin figé d'horreur. Lily serrant sa mère contre elle comme pour s'ancrer à la réalité. Le regard de Miss Marple était grave. « La digitale n'est pas un jouet, ma chère. Elle n'effraie pas, elle tue. Laissez-vous guider par la peur, et la peur est une conseillère des plus dangereuses. » Madame Ellison pleurait à chaudes larmes, son sang-froid brisé. Il m'a souri en prenant la tasse, ce sourire affreux. Je croyais qu'il le savait déjà. Je croyais. La victoire silencieuse de Miss Marple. Le piège avait fonctionné. Miss Marple n'avait ni accusé ni acculé. Elle avait simplement exposé des bribes de vérité, parlé gentiment de sucre et de secrets, et attendu. La nature humaine avait fait le reste. L'inspecteur Kendall, d'un air sombre mais efficace, prit les choses en main. « Madame Ellison, je vous demande de m'accompagner. Vous ferez une déclaration officielle. » Le vicaire se leva, bouleversé, mais posa une main rassurante sur le bras de sa femme. « Nous irons ensemble, » dit-il d'une voix lourde de chagrin. Lorsqu'ils partirent, le silence retomba dans la pièce. Seules les aiguilles de Miss Marple reprirent leur léger cliquetis. Réflexion. Quand enfin les autres furent repartis, Kendall se tourna vers Miss Marple avec un mélange d'admiration et d'exaspération. « Tu n'échoues jamais, hein ? Je croyais que c'était Madame Fanshawe. Je l'aurais juré. Mais tu l'as vue depuis le début. » Miss Marple secoua la tête. « Pas tout le temps, inspecteur. J'ai seulement remarqué que Madame Ellison s'inquiétait trop de la bouteille qu'elle essayait de cacher et qu'elle parlait de choses qu'elle ne pouvait pas vraiment savoir. La peur se trahit plus vite chez ceux qui semblent inoffensifs. Et les poisons les plus dangereux ne sont pas toujours en bouteille. » Kendall soupira en se frottant le front. « Je ne comprendrai jamais comment tu fais. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, mais vous y arriverez, inspecteur. Vous apprenez. Il suffit de se rappeler que la nature humaine est la même partout, que ce soit à une fête, dans un salon, ou dans la sacristie d'une paisible église de campagne. » Chapitre 16. Le sourire peint. L'inspecteur Kendall avait suggéré le presbytère pour la réunion, mais l'ironie n'avait échappé à personne. C'était là que M. Gray avait siroté son dernier thé, et c'est là que les fils du mystère allaient désormais être démêlés. Les principaux villageois se rassemblèrent avec un mélange d'effroi et de curiosité. Madame Fanshawe était assise, le menton haut, comme pour défier quiconque de se rappeler les rumeurs sur ses finances. Colin Rattray jouait avec ses boutons de manchette, pâle mais avide d'être disculpé. Lily Pierce s'accrochait à sa mère, toujours effrayée par les ragots qui avaient terni son nom. Et dans un coin, le vicaire, lui-même, le visage blême, soutenait sa femme, assise, tremblante, les yeux baissés. Miss Marple, silencieuse et modeste comme toujours, occupait sa chaise habituelle près du foyer.
Elle joignit les mains et commença d'une voix douce mais ferme. L'explication, monsieur Lucien Gray, ou Gradowski comme on le surnommait, était un homme qui vivait de son esprit. Sa carrière au théâtre n'avait que peu d'importance. Sa véritable profession était la découverte et l'exploitation de secrets. Il y a des années, il était secrétaire de Sir Edmund Verwood à Marleycombe Hall, et il est évident qu'il avait eu connaissance d'irrégularités dans la succession. Il revint à Rose Hill non par hasard, mais avec un objectif précis, tirer davantage profit de ses vieilles affaires. Il rechercha M. Rattray, sachant que le jeune homme avait hérité non seulement de la position de son père, mais aussi de l'ombre de ses activités. Il pressa Madame Fanshawe, dont le défunt mari la laissa dans une situation financière précaire. Il reçut également des lettres d'avocats londoniens, le liant également à des affaires impliquant la famille Pierce. Mais le chantage est un métier dangereux. Il engendre la haine de tous côtés. Le sourire de M. Gray, si éclatant, si maquillé, dissimulait une menace. Et la menace engendre le désespoir. Elle tourna ses yeux doux vers Madame Ellison. « Ma chère, vous craignez pour votre frère à Londres. M. Gray avait découvert quelque chose à son sujet, et vous pensiez qu'il le révélerait au public. Vous étiez terrifié, non pas pour vous-même, mais pour votre famille. Alors, lorsque vous avez disposé le service à thé à la fête, vous avez touché au sucrier. Pas grand-chose, juste assez pour rendre M. Gray malade, pour l'effrayer, pensiez-vous, et le forcer à quitter Rose Hill. Mais la digitale ne pardonne pas. Mal dosée, elle tue, et elle l'a tué. Madame Ellison se couvrit le visage et pleura doucement. Le vicaire lui serra la main, mais ne dit rien. Le regard de Miss Marple se posa sur les autres. Les incidents ultérieurs, le whisky de M. Rattray au Blue Hart et la bouilloire dans la sacristie étaient des tentatives maladroites pour dissiper les soupçons. La main coupable, une fois souillée, prend peur et frappe aveuglément. Mais le schéma était clair. Seule Madame Ellison avait accès au sucre empoisonné et avait la possibilité de le placer. Avant the fête began. Les conséquences. L'inspecteur Kendall se leva. Vous l'avez bien entendu. Madame Ellison l'a admis. La loi doit suivre son cours. Sa voix, bien que sévère, n'était pas dénuée de compassion. Le vicaire prit enfin la parole, les mots empreints de tristesse. Ma femme a agi par peur, non par malveillance. Mais la peur, je le comprends maintenant, est le poison le plus cruel qui soit. Il y eut un silence. Puis Madame Fanshawe s'agita, la voix aiguë de soulagement. « Vous voyez, ce n'était pas moi. Je l'ai dit dès le début. » Colin Rattray eut un rire amer. « Nous étions tous coupables, Madame Fanshawe. Tous sauf Lily, peut-être. Monsieur Gray nous a montré un miroir et aucun de nous n'a aimé ce que nous avons vu. » Miss Marple, le regard bienveillant, parla doucement. « C'est tout à fait vrai. » Le sourire de M. Gray était artificiel, mais il forçait les autres à révéler leur véritable visage. Et c'est peut-être là que réside la tragédie. Il comprenait suffisamment la faiblesse humaine pour l'exploiter, mais pas assez pour en échapper aux conséquences. Épilogue. Des semaines plus tard, Rose Hill retrouva son rythme. On parlait de la fête avec un frisson, mais la vie reprit. On nourrissait les poules, on entretenait les jardins, on célébrait les offices. Madame Ellison, en attente de son procès, avait été discrètement emmenée chez des proches, et le vicaire continuait avec une dignité discrète. Lily Pierce se promenait de nouveau librement dans le village, même si elle rougissait encore des regards qu'on lui lançait. Colin Rattray restait à son poste, abattu mais déterminé à reconstruire la réputation de sa famille. Et Madame Fanshawe poursuivait sa tournée de comité caritatif, plus redoutable que jamais, même si son sac à main semblait plus lourd de jour en jour. Quant à Miss Marple, elle était assise dans son cottage aux roses, tricotant paisiblement tandis que le soleil d'automne éclairait le jardin. Aux yeux de tout passant, elle semblait la plus inoffensive des vieilles dames. Pourtant, ceux qui avaient vécu l'affaire du sourire peint en savaient plus. Elle avait vu ce que d'autres avaient négligé,
Et avec la certitude tranquille de longues années, elle avait rappelé à Rose Hill une vérité aussi vieille que la nature humaine elle-même. La méchanceté paraît rarement méchante. Le plus souvent, elle se cache sous la respectabilité, la peur ou un sourire maquillé.